je sais pas si je peux en parler publiquement, mais investir sur des net, des dos basques, faut jouer sur la quantité de manière. Enfin, moi, je suis comme les deux bases, je fais les poubelles de la bourse, donc j'achète tout ce qui est pourri. Au-delà d'une philosophie d'investissement, c'est un peu une philosophie de vie finalement. Moi, je me considère comme un ignorant permanent, donc pour moi, c'est un principe de prudence. Donc, je préfère avoir un portefeuille diversifié. Je veux être prêt à avoir un portefeuille qui performe si demain le marché se retourne. Il n'y a pas de modèle type, il n'y a pas d'activité type, je m'intéresse à tout. Et justement, c'est ce que je trouve c'est ce qui est pertinent dans l'investissement financier. Il peut se passer quelque chose de positif. 9 mois après notre achat, la boîte elle a été vendue. Et la prime, elle était de 140%. C'est pas parce que c'est à la mode que c'est pertinent. Je conseille à ceux qui ne sont pas passionnés d'acheter des ETF. J'aime les actifs tangibles. Là, les crypto-monnaies, c'est l'offre et la demande, c'est effet de mode. Je veux dire, la crypto-monnaie, par définition, pour moi, c'est le produit spéculatif pur. Donc c'est là où tu auras des chutes, à mon avis, qui sont impressionnantes. Ravi de pouvoir échanger avec toi. On s'est rencontrés il y a quelques temps au travers du site d'Edobase dont on pourra parler tout à l'heure, lié à l'investissement. Moi, je suis très curieux pour introduire un peu ce podcast, que d'abord tu puisses peut-être te présenter rapidement pour que les gens comprennent ce qui a fait que tu aies pu t'intéresser à l'investissement. En fait, je pense que j'ai toujours eu une passion pour je sais pas, le monde de l'argent, peut-être, l'investissement, le business en général, depuis ma petite enfance. Et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment pour avoir les fondamentaux. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'investissement et le monde de la bourse. Et s'en est suivi donc après des études en finance. Et je dirais que c'est plus la passion qui m'a apporté vers l'investissement plutôt que mes études. Car j'ai fait des finances, j'ai fait une étude en finance d'entreprise. Okay. Donc c'est pas forcément de la finance de marché. Mais après, on en reparlera, mais c'est quand même assez lié et ça permet après de comprendre des choses que. Donc c'était plus la partie fondamentale, bilan d'une société. Qu'est-ce que toi, tu as fait professionnellement là-dessus ? J'ai un master donc, en finance d'entreprise. Donc pour être clair, pour ceux qui ne sont pas du tout du secteur, c'est plus comptabilité, contrôle de gestion, suivi des reportings, etc., budgétisation. J'ai fait ça dans différents types de boîtes. Donc ça permet d'être, je pense, j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur différentes interviews. Et donc c'est comprendre un peu ce qui se passe quand on est de l'autre côté des communiqués de presse des entreprises. Donc je vois comment on rédige un reporting pour un actionnaire majoritaire, pour une relation investisseur, etc. Donc je sais quels sont les enjeux de communication, par exemple. Et c'est peut-être une expérience qu'on n'a pas quand on est purement technicien, mathématicien en finance de marché. Et d'ailleurs, je le voyais dans l'interview, parce que je vois l'interview à laquelle tu fais référence, qui était une longue interview écrite sur un blog dont on a déjà parlé ensemble. Justement, est-ce que tu peux nous dire un mot de la typologie d'entreprise ? Parce que je crois que tu as eu la chance de bosser dans des tailles de structures et des types de boîtes très différentes. Oui, tout à fait. Après, j'ai une expérience professionnelle, entre guillemets, qui est assez courte. J'ai été salarié pendant 7 ans. Donc, ce n'est pas une carrière de 30 ans. J'ai pas l'âge pour avoir une carrière de 30 ans en entreprise. Oui, j'ai travaillé dans différents types de structures et plus ça allait, et plus c'est des structures de taille réduite. Donc, c'est aussi intéressant parce que que ce soit dans les secteurs, le premier secteur, c'était le tourisme. Donc, chez Nouvelle Frontière, enfin, je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Okay. Donc, c'est un secteur très sympathique sur le papier, entreprise hyper endettée avec un actionnaire de référence, donc, avec une logique réduction des coûts, etc., concurrence très dure. Ensuite, j'ai travaillé chez une filiale une entreprise parapétrolière qui a été rachetée par Schlumberger, donc le géant américain. Et la grosse boîte de croissance incroyable. On devait être peut-être plusieurs milliers, quelques milliers, donc, mais ça reste une PME. C'était une PME française qui a été rachetée par un Américain, donc très intéressant. Donc, grosse problématique de croissance. Entreprise familiale rachetée ensuite par un LBO, enfin le truc typique financier. Donc, super. Et la boîte suivante, c'était les crèches privées d'entreprise, Babylou. Okay. Ah, incroyable. Donc là, pareil. Avec les frères Karl. Exactement. Édouard et Rodolphe. Ouais, superbe entreprise, super croissance aussi, avec des défis sociétaux, des rentabilités importantes. Ouais, c'était, et aussi pas mal de reporting à faire au niveau des enjeux, puisqu'il y a pas mal de subventions au niveau CAF, etc., Okay. Subventions des structures et tout. Donc, Mais j'ai vu d'ailleurs récemment, il y a eu c'était un article sur Challenge, sur un de leurs concurrents justement, où les fondateurs se sont fait gentiment remercier. Effectivement, c'est un secteur, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides publiques, qui a été très, très suivi.
Donc ça devait être passionnant, ça, j'imagine. Ouais, surtout qu'il y avait des rentabilités très importantes, mais qui ont attiré beaucoup de concurrence. Et aujourd'hui, la crèche privée, c'est un secteur d'acteurs. hyper concurrentiel, Ouais. qui était moins le cas quand j'ai travaillé il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Parce que c'était le début de la dérégulation, en tout cas de ces aides publiques à ce moment-là. Des régulations, non, mais il y a des grosses aides, parce qu'il y a des gros besoins aussi en face. Il faut Ouais, quand bien même sûr. se rendre compte que la petite enfance, c'est quand même... C'est un sujet. ouais, je suis d'ailleurs concerné par... Ouais. Et Avant- donc, voilà. Avant Avec qu'on des revienne gros, au point, juste pour dire, il y avait ouais. quand même des actionnaires, ce qui était un peu délicat. Je sais pas si je peux en parler publiquement, mais ce qui est un peu délicat sur ce secteur, c'est qu'il y avait quand même des actionnaires privés, et donc tu avais quand même des gros enjeux, vu que tu avais des flux, des investissements et des subventions publiques, et derrière, tu avais quand même des opérations capitalistiques. Donc tu avais une espèce un peu de dilemme. Et bon, ça fonctionne super, parce que là, ils attaquent l'international, c'est incroyable ce qu'ils font, mais je pense qu'il y avait quelque chose un peu subtil. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a impliqué pour toi sur cette position finance pure? À titre personnel, rien, mais je veux dire, d'un point de vue, je pense, éthique, Ouais. à savoir que c'est la CAF qui va financer l'opérationnel au niveau de l'accueil de l'enfant, et qu'il va y avoir des financements privés, et qu'ensuite tu peux avoir des LBO sur un type de structure comme ça. Je trouve que je comprends ce que tu veux dire. il y a un mélange public-privé qui est assez atypique. Mais qui était sans doute lié à ce moment-là à Un besoin désir offre-demande. politique, effectivement, je pense de qu'il y avait promouvoir besoin. un secteur en entier. Exactement. Quoi. Et ils ont tiré parti de ce Et sujet-là. voilà, Quoi. c'était une niche, et ils sont allés dedans, et ils ont bien fait. Tu parlais, on va évidemment y revenir, c'est l'enjeu de ce podcast aujourd'hui, de ta passion pour la finance, en tout cas la bourse. Première question, c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus en termes d'investissement aujourd'hui? Alors évidemment, on a souvent parlé ensemble ou avec d'autres de Warren Buffett, Peter Lynch. Mais voilà, je suis curieux d'avoir un peu ton avis. Est-ce que toi, tu as des personnes où tu dis vraiment, eux m'ont inspiré? Ouais, je suis désolé de ne pas être très original, mais Warren Buffett, ouais, je pense que c'est vraiment un modèle. Surtout ces premières années, parce qu'aujourd'hui, on parle du Warren Buffett actuel, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très représentatif pour un investisseur particulier. Je veux dire, nous, on gère peut-être des sommes importantes, quelques dizaines de millions d'euros pour les plus gros, mais c'est souvent des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, voire 1 ou 2 millions. Mais c'est pas ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett, ce qu'il faisait quand il était dans les années 50-60, c'était un chasseur d'entreprises des côtés. Et typiquement, ce que j'aime faire aujourd'hui, ce que fait Warren Buffett, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire chez les Dobas, par exemple. Parce que Warren Buffett, il est contraint par sa taille. Donc il y a plein de choses qu'il ne peut plus faire. Je pense qu'il aimerait bien faire certaines choses, mais avec, je sais pas, il a combien dans le bilan aujourd'hui? 200 milliards de cash, ou peut-être... C'est énorme. Ouais. Donc, il a pas les mêmes problématiques. Il est contraint par sa taille, en fait. Donc, Ouais. il est obligé de chasser très gros. Alors que nous, petits, on peut aller sur des choses atypiques, complètement délaissées par le marché. D'ailleurs, je crois que c'est drôle, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que sur une de ces talks annuels qu'il a l'habitude de faire, il disait qu'en gros, aujourd'hui, s'il conseillait à quelqu'un d'investir, il dirait plutôt de faire un ETF type S&P 500. Et si lui avait 1 million d'euros, il sait qu'il aurait la possibilité de faire à peu près 20% par an, en probablement utilisant la même méthode qu'à l'époque. Donc c'était rigolo que lui-même dise, limite, aujourd'hui, c'est devenu une telle boule de neige, Berkshire, que il est content de voir les effets s'accumuler et avoir ce compound, mais que c'est plus nécessairement ce qu'il aurait recommandé. Enfin voilà, c'était cette curiosité-là que je trouvais intéressante. Est-ce que toi, il y a des fonds aujourd'hui que tu suis? Alors on parle souvent, on en a quelques-uns en France, on a même reçu ici William Higgins, mais est-ce qu'il y a des fonds dans lesquels tu te retrouves en termes de valeur et d'approche d'investissement? En fait, je lis énormément, je suis beaucoup de fonds, US, européens. Il y a un fonds que j'aime bien, c'est Aegis. Aegis, ça s'appelle Fonds Capital ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est géré par Scott Barbie. Alors, lui, il achète uniquement sur des cotes sur fonds propres. D'accord. Donc, ça paraît complètement désuet aujourd'hui. Et on pourra en reparler plus tard, mais finalement, il tombe sur toute une collection d'entreprises. Et il achète depuis 2 ou 3 ans que des entreprises liées aux matières premières. Donc, Okay. tu vois, c'est quand même assez atypique. C'est quelqu'un qui investit donc dans la valeur, value investing en anglais. Et il se retrouve à acheter finalement des pétrolières, des mines d'or, etc. Donc, il y a un mélange des genres qui est un peu atypique. Et lui, il est à fond dans son process. Ça fonctionne pas mal. Et il gère quand même peut-être 100 ou 200 millions d'euros. Donc, Il arrive à avoir quoi comme type de performance sur un... c'est assez volatile quand même. Faut quand même là, pour nous, qui sommes chasseurs de décotes, actuellement, c'est quand même assez dur. Parce que c'est assez compliqué. On se fait ramasser, complètement écrasé par le S&P 500, qui est poussé, moi, je trouve, à des niveaux fous. Ouais. Donc, même si on parle de performance absolue, qui peuvent être bonnes, 10 à 12% par an, quand on fait 20% tous les ans avec du S&P 500, ça a l'air tout de suite
Ça a l'air ridicule, quoi. Mhm. Mais il faut quand même mettre en exergue le fait que sur une centaine d'années, normalement, la performance classique, c'est 8% par an. Donc faire du 20% par an, c'est pas tenable. Il y a quelque chose qui va pas dans le système. Ouais. Alors, tant mieux. Je suis content pour ceux qui le font. Moi, je le fais pas, mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais Bien sûr. parce que investir sur un fonds indiciel, je trouve que c'est peu stimulant intellectuellement et on maîtrise pas ce qu'il y a dedans. Et après, il y a tous les risques de pondération, etc. d'entreprise. Mais ouais, j'ai perdu le fil. Non, mais tu m'as cité effectivement ce gérant de fonds qui est assez inspirant. Avant qu'on rentre vraiment dans le fond du sujet sur un peu ta stratégie d'investissement et ce qui s'ensuit, pour revenir un peu à l'origine, nous, de nos échanges et de notre rencontre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Dobas? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce projet? Et voilà, nous dire comment est-ce que c'est venu, voilà, raconter un peu l'histoire derrière tout ça. Ouais, donc les Dobas, à l'origine, c'était créé par 3 Belges, 3 investisseurs particuliers belges. J'avais rejoint l'aventure quelques années après. L'idée de base, c'était de profiter de la crise de 2008-2009. Et ils ont quand même le cran de monter une stratégie purement type Graham, donc Benjamin Graham, ce qu'il avait mis en place dans les années 20, 30, 40. Donc acheter des net. Qu'est-ce que tu appelles une net? C'est une entreprise qui est valorisée sous 30% de la valeur, 30% sous son actif circulant auquel on a retiré tout le passif. Donc, c'est un peu technique, mais en gros, c'est cash, stock, créance client. Et de cette valeur-là, on enlève tout le passif, donc tous les engagements de l'entreprise financiers. Et on a encore une décote de 30% là-dessus, minimum de 30%. Est-ce que ça paraît un peu presque contre-intuitif en se disant non, mais s'il y a des boîtes qui ont cette valeur-là sur le marché, c'est qu'elles doivent être toutes pourries. Qu'est-ce que tu peux répondre à tout ça? À fait. De toute manière, quand on achète des choses pas chères, c'est qu'il y a un problème. Et le but du jeu, c'est d'aller identifier les problèmes et que ce ne soit pas des problèmes, des trop gros problèmes, et qu'on prend un risque, entre guillemets, modéré. Sur une type d'approche comme celle-ci, là, sur les net et comme ils ont fait et qu'on a fait par la suite et que j'ai repris, investir sur des net, des Dobas, faut jouer sur la quantité de toute manière. Parce que tu ne peux pas être sûr à 100%, quel que soit ton niveau d'expertise, d'analyse, etc., à moins d'être directement dans l'entreprise, d'être dirigeant de l'entreprise, tu n'as pas tous les aboutissants. Donc, il y a toujours un risque opérationnel de marché, de secteur, etc., commercial, réputation, ce que tu veux. Et ça, tu ne le maîtrises pas. Donc, en partant de ce principe-là, tu diversifies. Oui, donc c'est un peu cette approche. Bon, on en reviendra évidemment un peu plus loin dans la discussion sur le nombre de lignes que tu as. Peut-être que c'est venu influencer ça. Mais du coup, beaucoup de boîtes peuvent aller au tapis du fait de la faiblesse finalement de leur bilan. Mais pour celles qui vont avoir une bonne nouvelle, un signe noir positif, il peut y avoir une explosion du cours. Moi, je serais curieux peut-être de comprendre. On parlait pas mal d'études avec William Higgins ici pour comprendre quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux. Est-ce que cette stratégie, elle fonctionne mieux que, j'allais dire, de la value quality un peu classique telle que peut faire William Higgins? Est-ce que ça marche mieux du growth? Qu'est-ce que ça donne pour les Dobas en termes de performance? Je te corrige sur le fait que ce n'est pas des boîtes qui vont au tapis. Souvent, elles ont un bilan qui est quand même assez... ils ont un bon bilan. Okay. Ce n'est pas une question de solvabilité. La principale caractéristique, quand tu arrives dans cette zone de sous-valorisation d'un point de vue bilanciel, c'est souvent une perte. C'est des pertes plus ou moins récurrentes ou alors une grosse perte ou un gros problème. Donc, ce qui fait que le cours de bourse dévisse complètement. Donc, ce n'est pas forcément lié à un bilan qui soit dégradé. D'accord. Donc, tu peux être complètement décoté d'un point de vue quantitatif sur la valorisation de ton bilan, mais quand même avoir une bonne solvabilité. Donc, ce n'est pas des boîtes, en général, qui vont fermer du jour au lendemain. Ok. Donc, excuse-moi de te reprendre. Non, mais tu as absolument raison. Mais ce n'est pas des boîtes pourries d'un point de vue qui vont faire faillite. Ouais. C'est des boîtes qui sont pourries du point de vue du marché. Ouais. Parce qu'il y a deux choses différentes. Là, on rentre sur la notion de valeur perçue par le marché et sur la valeur réelle, valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc ça, c'est deux notions, je pense qu'il faut bien avoir en tête. Et pourquoi cette approche me parle? Parce qu'en fait, elle est basée sur le patrimoine tangible de l'entreprise. Donc le patrimoine, c'est Walter Schloss qui disait ça, c'est un des disciples de Graham qui disait que les actifs sont plus durables que les bénéfices. Tu peux avoir un business qui explose parce que tu as un produit qui est à la mode, dans un secteur à la mode, et donc les bénéfices explosent. Mais si tu as un immeuble qui est dans ton bilan, je ne sais pas, un immeuble de bureau, bon, c'est peut-être pas le... Est-ce que tu as un exemple justement d'une boîte que les Dobas ou que tu aurais en portefeuille, qui aurait finalement un collatéral qui représente un peu plus que la valeur ou finalement qui vient améliorer la valeur? Une ancienne boîte de casino, je pense que c'est une boîte, je ne me souviens plus du nom, il y a peut-être eu 300 boîtes dans les portefeuilles. Je ne me souviens plus du nom. Ah si, c'est Dowers Gaming, quelque chose comme ça. Je te redonnerai le nom si tu veux pour mettre le lien. On a fait le bas des masques sur le forum, sur le blog.
Et donc, c'est une entreprise qui avait. C'était assez simple comme business. Ils avaient un casino, je ne sais plus, dans le Nevada, enfin, dans un état où tu as le droit d'avoir des casinos aux États-Unis. Et donc, ils avaient un hôtel. Cet hôtel-là, il était dans le bilan de l'entreprise et il était amorti tous les ans sur une durée de 40 ans, il me semble. Et donc, tu avais. Tous les ans, dans les bilans, tu avais la valeur de l'hôtel qui était dépréciée, mais tu avais la valeur d'acquisition. Donc, c'est une boîte qui faisait quelques bénéfices comptables, mais qui amortissait son immeuble. Et un jour, elle a vendu son immeuble ou elle s'est fait racheter par un concurrent sur une valeur incroyable, quoi. Incroyable par rapport aux bénéfices, mais quand tu regardais le bilan, ça faisait sens, quoi. Ouais, et puis qui n'était pas prise en compte, j'imagine, par le marché à ce moment-là. Oui, parce qu'aussi, c'est une petite entreprise. On en Ouais. reviendra plus tard, mais forcément, tu as plus de choses à faire en tant que petit investisseur sur les boîtes les moins suivies. C'est là où tu as ton avantage. Oui, parce que forcément, beaucoup moins d'analystes vont les se plonger dans les chiffres parce qu'ils ne peuvent pas investir des montants significatifs. Et donc, c'est là où tu peux avoir un edge sur le marché. Exactement. Et pour revenir du coup sur l'histoire des Dobas, aujourd'hui, tu as intégré l'équipe. Ça représente quoi en termes de performance depuis 2008-2009 ? Le premier portefeuille, donc avec mes anciens associés belges, il a fait une performance qui était incroyable. De mémoire, c'était 980%, donc presque fois 11, en un peu moins de 10 ans. Donc ça fait du 27% annualisé. Waouh. On a eu beaucoup de critiques. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de critiques sur le fait que cette performance, elle vient d'une année qui était peut-être une année ou deux, qui était 2008-2009. Forcément incroyable, avec plusieurs centaines de pourcents de performance sur une année. Donc après, ça pousse le reste. Les années suivantes, elles ont plus ou moins collé au marché. Pour répondre à cette critique, ok, pourquoi on enlèverait la meilleure année du portefeuille, je dirais. Et quand tu le compares, justement, tu disais les autres années ont été, on va dire, en lien avec le marché. Combien fait le marché sur ces 10 années si tu prends l'indice de référence pour comparer ? Ouais, je l'ai là, je vais permettre de regarder. Oui, bien sûr. Parce que je ne connais pas par cœur. Donc le premier portefeuille, il avait fait c'est à 979%. Et le marché en face, donc le MSCI World, nous on se comparait avec le MSCI World, donc il faisait 203%. Donc toi, on est sur du x11 comparé à du x3. Oui, donc c'est énorme. Donc voilà. Donc c'était super satisfaisant, même si forcément on aurait aimé avoir des plus grosses années de façon plus récurrente. Mais Pas avoir cette critique-là de dire c'est une année qui a fait le portefeuille, quoi. Même si c'est le jeu aussi. C'est vrai. Mais au-delà de la performance, je pense que le plus important, c'est être à l'aise avec son style d'investissement. Parce que celui qui fait du 7% par an, ça paraît pas énorme, il est en dessous du marché. Mais s'il est à l'aise et tous les matins, il ne remet pas en question tout son portefeuille, finalement, il finit par avoir une performance quand même. Donc, je pense qu'au-delà de la performance, c'est comment tu réalises sa performance. Donc là, elle est exceptionnelle, c'était super. Après, on a lancé le deuxième portefeuille de base, parce que mes associés, ils sont sortis. Moi, j'ai même, malheureusement, un de mes anciens associés qui est décédé l'année dernière. Donc on a lancé un deuxième portefeuille et bon là la performance en absolu elle est pas ridicule, mais en relatif par rapport avec le marché, ouais, elle est en dessous, quoi. Alors justement, parce que tu en parlais un peu dans l'intro tout à l'heure, et je trouve ça intéressant parce que William Higgins a eu un peu la même analyse avec les small caps qui ont été délaissés. Une partie de son explication, c'était les conditions de marché, le private equity, pour dire que les gens délaissaient un peu les small et mid cap, puisque c'est plutôt ce que lui target. Quelle est ton analyse du marché sur le fait que le S&P 500 ou les indices de manière générale aient des performances exceptionnelles, que tu trouves ça peut-être un peu décorrélé des fondamentaux et tu te dises rétrospectivement les dernières années on a fait une moins bonne performance en comparaison du marché. Ouais, c'est compliqué à analyser parce que faudrait connaître tous les aboutissants, tous les paramètres. Mais une chose est sûre, c'est que le marché américain attire tous les flux, quoi. Tu le vois clairement sur les multiples de valorisation, que ce soit les Magnificent Seven, là, les gros acteurs de la tech, le marché accorde une prime de risque incroyable sur ce genre de boîte. Donc, oui, ça performe beaucoup plus, mais ça performe sur le fait que les multiples sont plus élevés. Donc, je pense que c'est une performance qui est quand même un peu fragile. Bon, là, forcément, je vois un petit peu ma sauce, mais quand il y a des entreprises qui sont valorisées 40, 50, 60 fois les bénéfices, t'as pas le droit à l'erreur. Tu parles de luxe, là, ou je tech. parle de luxe, je parle de tech. Ouais, je prends l'exemple de Hermès, par exemple, qui est une super boîte, très profitable, avec un moat, une barrière à l'entrée qui est vraiment très, très forte. Aujourd'hui, ça vaut 40 fois les bénéfices, si je ne me trompe pas, environ. Si demain, il y a un ralentissement de 30% des bénéfices, si le marché n'octroie plus que 20 fois les bénéfices, un multiple de 20 fois sur ces bénéfices-là, c'est un cours qui est divisé par 3. Donc, c'est quand même pas des choses... Ok, c'est peut-être peu possible, peu probable, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Donc pour toi, il vaut mieux ne pas s'engager sur un titre qui a une probabilité, un risque de voir son cours divisé par 3, plutôt que de se dire que parce que c'est un cours qui est tendance, on va aller chercher une performance, alors que dans l'absolu, on a déjà des niveaux de valorisation qui sont très importants. En fait, je trouve que tu te mets plus à risque
as plus de potentiel d'avoir de mauvaises surprises que de bonnes surprises. Ouais. Après, tu auras toujours des gens qui vont dire oui, momentum, super boîte, il n'y a que de la croissance, les riches achèteront toujours, le luxe, ça marche toujours. Oui, jusqu'à que ça soit plus vrai. Ouais. Ouais. Donc c'est une question, je pense, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, et comment tu te sens à l'aise face à des fois des multiples de valorisation qui sont déconnectés de la réalité, Bien sûr. dans les deux sens. T'en parlais justement parce que je pense que le fait d'être à l'aise avec un style d'investissement, c'est hyper important. On a parlé de termes qui ne sont pas forcément compris ou, j'allais dire, intégrés par tout le monde. Est-ce que tu peux rapidement nous parler peut-être des 3 styles, value, deep value, growth, et nous dire un petit peu, essentiellement, quel est toi ton style de gestion, ce que tu apprécies Oui, plus? value, en fait, si tu écoutes, tout le monde est value. Ouais. Enfin, quand tu écoutes les médias financiers ou les intervenants, tout le monde est value. Moi, je dis valeur, je dis investissement dans la valeur parce que j'aime bien parler français. Donc, c'est investissement dans la valeur en français. Et tout le monde veut acheter pas cher et revendre plus cher. Et attendez. Donc, le fait d'avoir une entreprise qui va bien gérer, pas cher et qui fasse de la croissance, tout le monde veut le faire. Donc, il y a une notion de value qui est un petit peu galvaudée. Mhm. Pour moi, value, enfin, il y avait William Segon que tu as reçu, il disait que c'est en dessous de. On ne peut pas être value à 15 fois les bénéfices. Mais pour moi, value, même deep value, c'est autre chose que tes bénéfices, c'est aussi un bilan. Ouais. Et en fait, dans les médias, tu n'entends quasiment jamais parler des bilans. Parce que c'est pas sexy, parce que ça vend moins. Parce que c'est pas. Je sais pas, parce que les gens raisonnent en flux, parce que les gens ne raisonnent pas en actifs, en patrimoine, en valeur patrimoniale, je sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Alors que c'est la notion qui me parle le plus. Eux regardent aussi ces sujets-là ou un peu moins? Quelle est ton approche? Non, parce que sur les grosses boîtes, en fait, tu as très peu cette notion de bilan parce que finalement, tout ce qui est monnayable et tout ce qui a valeur cachée a déjà été créé. Donc peut-être il y a un biais d'analyse sur ça. Et sur les plus petites boîtes où il y a vraiment des valeurs cachées ou des actifs cachés, tu n'as pas d'analyse. Ouais. Donc oui, il y a peut-être une notion de... Je parle au grand public. Donc le grand public regarde les plus grosses boîtes. Donc les plus grosses boîtes, il n'y a pas de valeur cachée ou il n'y a pas d'actifs cachés. Il y a peut-être le serpent se mord peut-être la queue. Ouais. Et est-ce qu'il y a pour toi des gérants ou des fonds en France ou en Europe qui ont un peu cette approche justement d'aller, à part peut-être William Higgins, mais on reviendra un peu si tu veux sur son approche, mais vraiment sur la partie bilancielle et de se dire ok, on s'intéresse aux fondamentaux de l'entreprise pour aller essayer de chercher de la valeur cachée ou non exploitée par le marché? Non, franchement, je ne connais pas parce que je pense que c'est difficile à vendre. Parce que quand tu veux acheter des boîtes qui sont décotées sur la valeur de leur bilan, donc sur des créances clients, je dis n'importe quoi, des stocks, de la trésorerie, de l'immobilier. En fait, le problème numéro 1 pour les gérants ou pour les institutionnels, c'est que tu n'as pas de catalyseur. Tu ne sais pas quand est-ce que cette valeur va être créée, quand est-ce qu'elle va être réalisée, aperçue par le marché. Donc ça, c'est un stress. En tant qu'institutionnel, je pense que tu peux te le permettre de dire oui, j'ai une boîte, j'ai déniché une boîte, elle vaut 100, elle a un immeuble qui vaut 400, elle n'a pas de dette. Donc elle doit valoir 400 en théorie, au moins 400, plus les bénéfices. Mais je pense qu'il n'y a aucun institutionnel qui ira là-dessus, sauf s'il peut être activiste et il peut faire bouger les choses, parce qu'il ne va pas pouvoir dire à son client c'est pour l'année prochaine. Alors qu'en tant que particulier, nous, on n'a pas de clients, on n'a pas d'échéance, on a des comptes à rendre à la personne. Donc le temps joue pour toi en fait. Le temps joue pour toi, ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'il faut quand même raisonner en termes d'euros, il y a un moment. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a une logique là-dessus de te dire, si j'ai pas un signe noir positif, un activiste, quelqu'un qui vient dynamiter un peu ce marché, est-ce qu'au bout d'un certain temps, avec cette logique un peu héroïste, tu pourrais dire, mettons que ton objectif soit de faire 20-25% par an, au bout de 4-5 ans, tu vas te poser la question de réallouer ton capital sur d'autres actifs? Ouais, parce qu'on a fait avec les deux bases, justement, on avait cette problématique, se dire, il y a une décote, elle est permanente. À un moment, c'est du capital mobilisé, donc tu as un coût d'opportunité. Donc c'est de se dire, on avait fait un sondage, on a fait quelques calculs, et là je parle des deux bases. Hein. Et on s'était dit au bout de 5 ans, s'il n'y a pas eu de création de valeur, donc quelques bénéfices, et si le management n'a rien fait pour créer de la valeur, il faut aller voir ailleurs. Parce que ton coût d'opportunité fait que si il faut 15 ans pour faire même un x3, ça sera toujours très bon, mais ce ne sera plus la même chose que faire 20% par an. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure, et dernière question sur William Higgins, après promis, on le laisse tranquille. Son approche est effectivement basée, lui il le dit, small quality value, donc plutôt des boîtes small mid cap et quality value, donc le fait d'aller chercher des boîtes qui ont un RE, il parle je crois d'un RE au-dessus de 9, il tend à aller plutôt vers des boîtes qui ont des RE de 20 avec des niveaux de valorisation qui sont un petit peu en dessous. Alors on peut parler de PER ou d'autres types d'indicateurs, on pourra revenir sur les tiens. Qu'est-ce que tu penses de son approche? En quoi tu ne serais pas forcément aligné avec tout ce que lui peut promouvoir? Alors, de manière générale, je pense que les gérants peuvent nous donner des idées à nous en tant qu'investisseurs particuliers. Après, les gérants ont beaucoup de contraintes. Donc les copier, s'en inspirer, c'est bien, mais je pense que les copier, c'est
c'est s'ajouter les contraintes d'un institutionnel à titre particulier. Donc, s'inspirer d'un process ou de sélection de titres de gérants, pourquoi pas. Mais les copier à 100%, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais Parce dans que le son gérant, process à lui, quels sont les indicateurs, par exemple, qui te parlent moins ou dans son style parce d'investissement? qu'il va être limité à une taille d'entreprise, déjà. Ouais. Déjà, forcément, du fait qu'il va être limité sur un flottant, même si c'est vraiment le sol de la place, par exemple, que j'ai investi dans une petite boîte comme Gevlo, etc. Mhm. Des trucs tout petits, où peut-être qu'il est collé, il ne peut plus sortir, mais où c'est quand même un des rares qui va sur des tout petits dossiers où il va rester plusieurs années, voire parfois décennies. Je ne pense pas qu'il rentre aujourd'hui avec des flux nouveaux sur des nouvelles idées, sur des capis à 10 ou 20 millions. Ouais. Donc, il a quand même c'est la limite institutionnelle. Donc, essayer de, nous, en tant que petits, essayer de sortir de ça, tirer parti ça, illiquidité, petite boîte, secteur pas à la mode, même des pertes. Il y a des gérants qui ne peuvent pas aller sur des boîtes en perte, par exemple. Parce qu'ils vont pas avoir du mal à communiquer là-dessus et faire venir d'autres investisseurs. Et parce que c'est aussi dans leur process ou dans leur style de gestion, c'est marqué sur noir et blanc dans leur gestion que c'est impossible. Et d'ailleurs, lui-même le dit, c'est drôle, parce que quand je l'ai reçu ici, il disait que finalement, pour battre William Egon, il suffisait d'équipondérer, de prendre les 10 titres avec la plus forte valorisation sur la dernière année, et d'utiliser un peu cet effet momentum. Donc, lui-même donner les clés, finalement, pour pas être. Parce que je crois qu'il est obligé d'avoir minimum 40 titres dans son fonds France. Donc, forcément, il a des contraintes en tant qu'institutionnel. Et pourtant, il a quelques centaines de millions d'euros sous gestion. C'est pas non plus comme les gros fonds américains qui ont des dizaines de milliards, quoi. Exact. Donc, autant sortir des contraintes institutionnelles. Si on en revient plus à ton style propre d'investissement, est-ce que, au-delà de ce que tu nous as décrit des Dobas, est-ce que toi, tu as un style différent? Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? En fait, j'utilise les Dobas parce que moi, je suis le premier consommateur des Dobas. Donc, c'est un service que je produis avec Cyril, avec qui je travaille, que je salue d'ailleurs. Et je suis le premier utilisateur. Mais je n'ai pas un portefeuille que des Dobas. Ça me paraît logique d'avoir une gestion qui soit pas équipondérée, mais qui soit répartie sur plusieurs styles de gestion, plusieurs méthodes, plusieurs approches d'investissement. Donc oui, j'ai des Dobas en portefeuille, mais je n'ai pas que ça. Et comme je suis passionné et que j'ai un problème à chaque fois que je trouve une boîte qui est intéressante et que les ratios me parlent, je n'arrive pas à ne pas en acheter. Donc j'ai une quantité de lignes qui est certainement pas universitaire. Je dois avoir une centaine de lignes. Je partage pas lire un institutionnel. Ouais, c'est ça. Je pourrais être un institutionnel à moi tout seul, mais disons que j'ai pas les contraintes je peux les réduire du jour au lendemain. J'ai une pondération peut-être 10% sur une boîte et l'autre c'est 0,5% de mon portefeuille. Donc à titre personnel, j'ai une gestion qui est, je dirais, contraignante peut-être, mais c'est mon activité à temps plein. J'adore ça. Ça me permet d'aller sur tout type de profil. Donc ouais, je pense que c'est atypique. Ouais. Alors, au-delà du nombre de lignes, on pourra revenir un petit peu dessus. Est-ce que ton style d'investissement diffère de celui des Dobas dans le process? Est-ce que tu es venu avec des choses différentes? Comment est-ce que toi, tu fonctionnes? Ouais, alors j'ai une base... Enfin, moi, je suis comme les Dobas. Je fais les poubelles de la bourse, donc j'achète tout ce qui est pourri, tout ce qui est perçu comme pourri par le marché, parce que j'achète pas cher, quoi. Au-delà d'une philosophie d'investissement, c'est un peu une philosophie de vie, finalement. Je pense que si tu n'as pas cette... soit tu as le déclic ou tu n'as pas le déclic. Tu as des gens qui vont acheter des boîtes de croissance, donc 20-30 fois les bénéfices parce qu'ils sont persuadés, ils le savent. Je ne sais pas comment que la boîte va faire 20 ou 30% de croissance dans les prochaines années. Moi, c'est le genre de prévision sur lequel je ne suis pas à l'aise. Par contre, je suis plus à l'aise à acheter des choses pas chères quand je regarde l'actif patrimonial d'une boîte. Donc, une fois qu'on part de ce principe-là, tu peux aller sur des Dobas, donc des boîtes des fois qui font des pertes, qui ont un problème de réputation, des choses comme ça, qui sont dans un secteur pas à la mode. Mais tu peux aussi avoir des affaires à faire dans des secteurs qui sont à la mode, sur des activités matières premières, par exemple. J'aime bien les matières premières, pour en reparler si tu veux. J'aime bien aussi faire de la vente à découvert. Je pense que sur la vente à découvert, j'ai deux aspects dans ma gestion. C'est que... Oui, déjà pour les auditeurs et les spectateurs, ne faites pas de vente à découvert, c'est très risqué. Potentiel. Tout ce qu'on dit ici ne sont pas des conseils d'investissement, il faut que chacun fasse ses propres recherches. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement, donc chacun fait ses devoirs et fait ses calculs et prend ses décisions dans son coin. Sur la vente à découvert, je trouve qu'il y a deux facettes intéressantes. Donc, il y a la protection du portefeuille. Je parlais tout à l'heure de Hermès. Pour moi, Hermès, c'est un bon candidat pour la vente à découvert au cours actuel, parce qu'il est plus dans une configuration où il peut donner des mauvaises surprises. L'action peut donner des mauvaises surprises. Donc le cours a plus de chances de baisser fortement que de progresser, de faire x3 au niveau actuel.
Peut-être que je me trompe, mais pour moi, je trouve que c'est une bonne couverture de portefeuille si jamais il y a un retournement de marché. Alors, quand tu parles de couverture de portefeuille, justement, si tu devais demain shorter l'action Hermès, comment tu t'y prendrais pour que les gens comprennent un petit peu quelle serait la démarche? Je vends les actions. Ouais. Je sais pas. Et ce que je veux dire, c'est que tu le ferais avec un effet de levier, sans effet de levier, avec quel niveau de pondération, comment tu structurerais ça? Bah déjà, je diversifie toujours. Hein. Là, je pense que c'est comme une approche quantitative. Moi, je me considère comme étant un investisseur quantitatif avec des ratios à respecter, etc. Mais donc, ne pas être concentré, pour moi, c'est la base. Comme disait Warren Buffett, celui qui a un portefeuille diversifié, c'est parce que il est ignorant. Il y a quelque chose, je sais pas. Bah, moi, je me considère comme un ignorant permanent. Donc, pour moi, c'est un principe de prudence. Donc, je préfère avoir un portefeuille diversifié parce que, par définition, je préfère considérer que je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, pour revenir sur Hermès, moi, je pense 1%, 1% short, par exemple, ça va être intéressant. Ouais. Et donc, sur la vente à découvert, il y a deux aspects. Donc, couverture de portefeuille, des valorisations qui sont potentiellement élevées, qui peuvent présenter des surprises à la baisse. Et de l'autre côté, je pense qu'on peut faire aussi du short picking. Donc, c'est-à-dire que c'est avoir des sélections d'entreprises qui ont des gros potentiels de baisse parce que ce sont des arnaques, parce qu'elles sont très mal gérées, parce qu'elles ont un bilan pourri, parce qu'elles sont à la mode, parce qu'il y a une foule d'investisseurs particuliers qui les poussent les titres vers le haut. Et là, le temps joue avec le vendeur à découvert s'il ne paye pas trop cher l'emprunt de ses actions. Donc je pense aujourd'hui, actuellement, sur le marché américain, l'entreprise qui a fait la une avec GameStop, là, c'est AMC. Ouais. Bah, tu regardes cette entreprise-là, elle a des fonds propres négatifs pour plusieurs centaines de millions de dollars, elle est en perte. Bon, je sais pas, c'est une valorisation à plusieurs milliards. Je sais pas, C'est une aberration de marché que tu as envie de venir sanctionner parce que tu dis que les probabilités sont plutôt de ton côté, quoi. Là, je pense que tu peux gérer de la performance supplémentaire sur ce short sans avoir une notion de couverture de portefeuille, par exemple. D'accord. Je sais pas si tu vois la distinction. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais on en reviendra parce que tu as une stratégie aussi long short, mais on en reparlera Oui, tout à l'heure pour donner des actions gratuites. Tu avais même fait un tweet dessus il n'y a pas longtemps, mais j'y reviendrai juste après. Tu peux nous dire un mot sur ta performance personnelle, comment elle se structure aujourd'hui à travers cette centaine de lignes, parce que c'est pas commun. En général, on dit qu'il faut mieux concentrer un portefeuille pour générer de la performance. Tu as une centaine de lignes, ce qui paraît assez fou. Tu génères quoi comme performance? Historiquement, là, sur les 14 dernières années, j'ai fait 19% de performance. Donc, il y a des belles années, des années négatives, ça arrive. Là, sur les 2 dernières années, ça va plutôt donner tendance à avoir donné raison au portefeuille concentré parce que je n'ai pas des performances incroyables. À titre personnel, je crois que l'année dernière, j'ai fait moins 8%. Là, je tourne entre 5 et 10% cette année. Donc, ce n'est pas incroyable. Mais j'ai une gestion. Aussi, j'ai un objectif dans ma gestion qui est un peu atypique. C'est que je veux être prêt à avoir un portefeuille qui performe si demain le marché se retourne. Quand tu as vécu 2008, 2009 et le Covid, et quand tu vois des valorisations incroyable, tu ne veux pas ne pas être en possibilité de faire des achats au rabais. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas louper. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de positions de couverture. Je reste investi, majoritairement je suis plutôt investi long que short, mais je veux à tout prix ne pas passer à côté d'un flash crack ou d'un crack où tu dois des aubaines où tu peux faire x5, x6, x8. Pour bien comprendre ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que demain, il y a un crack sur le marché, ton portefeuille va en profiter peut-être beaucoup plus qu'un autre. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que justement, tu as des spécificités de pondération là-dessus en te disant, OK, il y a ce type d'action parce que j'ai un certain nombre de shorts ou parce que... Il y en a qui vont calculer du bêta, etc. Non, c'est juste que je pense avoir sur mon profil short, sur la partie short, je pense avoir des candidats qui vont me permettre que cette partie de portefeuille baissera plus. Et donc, moi, je gagnerai plus que ma partie sur laquelle je suis long. Après, c'est la théorie. On attendra la pratique. Mais... Ouais, c'est quand il n'y a plus d'eau dans la mer, on voit les gens qui n'ont pas mis leur maillot. C'est ça, exactement. Et je vais profiter, comme disait Warren Buffett, on va peut-être parler beaucoup de lui, mais lui, c'est quand on est... c'est comme un obsédé dans un harem, quoi. Donc, c'est quand tu es dans cette période-là où tu as des aubaines incroyables, si tu n'as aucune bise, tu ne veux pas investir. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est affreux, tu es obligé de dire, je vais vendre cet actif-là qui n'est pas très cher pour essayer d'acheter du vraiment pas très cher en espérant que ce que j'achète qui est moins cher va mieux performer que ce que j'ai vendu. Et de faire un arbitrage constant, quoi. Tu fais un arbitrage et t'en sais rien, quoi. Ouais. Justement, une centaine de titres, ça paraît énorme, donc j'imagine que quand tu le dis, c'est ton activité à temps plein, donc tu dois passer un temps fou à analyser beaucoup de sociétés. C'est quoi ton process aujourd'hui pour analyser une boîte ? La règle numéro 1, peut-être, ça va être de regarder la décote sur fonds propres. Ouais. Ça va être une des choses qui va tirer
Mon regard, ça va être le premier filtre. Donc ça va être, je vais regarder. Déjà, il faut les trouver ces boîtes-là. Ouais. Donc ça va être soit des screeners, soit des fonds, soit des blogs, soit des lettres d'investissement. Enfin, je lis en permanence. Tous les jours, c'est mon travail numéro 1. C'est pas productif. Je ne saurais pas te dire quelle est la part de productivité là-dedans. Mais si tu trouves une aubaine, une occasion ou quelque chose d'intéressant, je sais pas moi, tous les 10 jours, je trouve que ça vaut C'est la déjà peine. énorme. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus sur quelles sont tes sources privilégiées pour que les gens puissent s'en rendre compte ou que ça leur donne des idées de. Alors, je partage pas mal sur le forum, mais je veux dire, je lis Sur le forum, le blog, le et forum le des forum Dobas. des Dobas, Ouais, dobas.com. ouais, donc je partage. Dès que je trouve un truc intéressant, j'essaie de partager à la communauté. Donc ça peut être, je parlais tout à l'heure de Scott Barbie avec Aegis Funds, donc c'est lire son commentaire de gestion, son portefeuille, et de ce type de personnes-là, j'essaie d'en trouver, je sais pas moi, en Europe, aux États-Unis, j'essaie de lire un peu tout ce qui est possible, quoi. Donc des fois, ça peut être des tweets qui renvoient vers ces personnes-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de process carré, mais moi j'ai une checklist tous les matins que je fais. C'est dès que je me connecte, dès que je veux commencer à bosser, je vérifie tout ce qui s'est passé, tout potentiellement ce qui peut arriver sur les sites que je suis, sur les news, la blogosphère, tweet, etc. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas 2-3 idées qui sont intéressantes. Des fois, je fouille, je passe 1 heure à regarder l'entreprise, elle me semble intéressante, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je la jette à la poubelle. Est-ce que c'est du temps perdu? Non, je pense pas. Oui, puis tu dois garder, j'imagine, des pistes que tu mets de côté, mais tu te dis, elle ne rentre pas, c'est pas tout de suite une opportunité, mais je la garde de côté. Et en fait, comment tu arbitres? Ça, je le faisais, mais j'ai arrêté parce que ça prend énormément de temps. Et Okay. finalement, tu te retrouves avec une liste de suivi de centaines de boîtes, donc c'est plus possible. Donc j'attends d'avoir mon filtre personnel qui me fait retomber peut-être sur ces boîtes. Okay. Mais donc le filtre numéro 1, ça va être des codes sur actifs, un multiple de bénéfices, EVE sur EBITDA par exemple qui est faible. Je regarde le flottant, est-ce que les initiés, les dirigeants rachètent des titres? Ça, c'est un filtre qui est intéressant, qui n'est pas indispensable, mais qui est vraiment un gros bonus. Qu'est-ce que je vais regarder? L'allocation du capital, surtout le retour aux actionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années? Est-ce que la boîte est plus en train d'émettre des titres que d'en racheter? Pourquoi il y a du cash au bilan? Pourquoi ils cumulent? Est-ce qu'il y a un projet dans la boîte? Est-ce que c'est une boîte qui est surcapitalisée et gérée de façon trop prudente? Essayer de comprendre pourquoi. Enfin bref, j'ai un tous les tenants, les aboutissants en fait financiers. Ouais, tous les gros ratios. Et une fois que ça a passé ces gros ratios, ça respecte un peu tous ces critères. Là, je commence à les fouiller dans les rapports annuels. Ouais. Donc, il n'y a pas de modèle type, il n'y a pas d'activité type. Je m'intéresse à tout. Et justement, je trouve c'est ce qui est pertinent dans ce, je ne sais pas si on peut dire métier, mais ce qui est pertinent dans l'investissement financier. En première approche, finalement, après, tu découvres quand tu lèves la tête, tu regardes l'activité de l'entreprise, tu trouves des fois des choses insoupçonnées. Ouais. Justement, tu parles des ratios et du bilan annuel. Qu'est-ce que ça te donne comme information supplémentaire par rapport à tous les ratios que tu peux trouver ou les premières informations financières quand tu es une boîte cotée que tu dois forcément émettre? Tu veux dire le fait de les lire, de les publier? Je n'ai pas compris. Oui, le fait de lire ces bilans annuels, qu'est-ce que ça te donne comme information supplémentaire? Les choses que tu ne veux pas voir dans des ratios type screener ou dans les reportings de sites boursiers, par exemple, je pense aux immeubles. Tout simplement, les immeubles, ils sont amortis des fois sur 20 ou 40 ans. La valeur d'acquisition ou la valeur de construction, tu ne l'as jamais en visuel. Donc ça, c'est le truc numéro 1 que je regarde, quoi. Est-ce qu'il y a des actifs immobiliers? Et oui, quand est-ce qu'ils ont été acquis? Pour combien? Est-ce qu'ils sont amortis à 20, 30, 40, 80%? Ça, c'est typiquement le truc que tu ne peux pas voir si tu ne vas pas dans un bilan. Ouais. La structure du capital aussi. L'évolution de la structure du capital. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu l'as rarement dans les ratios. Il faut quand même aller fouiller. Dans les bilans. Comment tu établis un objectif de cours? À quel moment tu te dis, OK, là, cette action, elle doit performer idéalement jusqu'à ce niveau-là, et je la vends à ce moment-là? Comment tu établis entre l'objectif de cours, la décision d'achat et de vente? Comment ça se structure? Pour le portefeuille de base, les modèles types, en fait, c'est simple. Sur les décodes purement patrimoniales, on va essayer de donner comme objectif sur les fonds propres tangibles. Donc, ça paraît incongru aujourd'hui quand on n'a que de l'actif immatériel. Avec des boîtes qui sont 5-6 fois les fonds propres, même des fois 10-20 fois. Enfin, je pense à des boîtes, je sais pas moi, comme Nvidia doit valoir peut-être 8-10 fois ses fonds propres. Enfin, tu arrives à des valorisations qui sont complètement déconnectées des actifs tangibles parce que le marché valorise forcément les bénéfices, la capacité bénéficiaire de l'entreprise qui n'a pas besoin d'actifs, qui n'a pas besoin d'outils de capitaux particuliers pour créer de la valeur. Donc, sur les deux bases pures, ce qu'on regarde, c'est les fonds propres, se dire que le marché, un jour, il va valoriser cette boîte au niveau de ses fonds propres. De moins, si la boîte est liquidée, elle vaudra ses fonds propres.
sauf si gros problèmes, etc. Mais dans une liquidation volontaire qui se passe bien ou un rachat, il n'y a aucune raison qu'elle vaille moins que ses fonds propres. Donc ça, c'est l'objectif, entre guillemets, standard. Après, dans le portefeuille de base, on a aussi des boîtes qui sont très bénéficiaires, qui dégagent une grosse rentabilité. Et là, ça va être un mix. Ce qu'on appelle les RAP, les rentabilités à petit prix. Rentabilité à petit prix, en fait, on a gardé la formule un peu secrète parce qu'on ne veut pas se la faire piquer. Mais bon, pour donner un petit peu ce qu'il y a dans le moteur sans la détailler, c'est que en fait, souvent, tu as des actifs qui ne sont pas opérationnels, qui sont externalisables. Et ça, tu considères sur les retours sur capitaux. Okay. En fait, tu as besoin de moins de capital qui en apparaît sur le bilan parce que tu as plein d'actifs qui peuvent être sortis. Donc, souvent, tu as du cash, tu as des participations financières, tu as des immeubles. Donc, ce serait un peu le RO au réel, soustrait de certaines choses qui sont moins pertinentes. Ouais. Et donc, tu peux avoir des boîtes qui sont valorisées moins de 10 fois les bénéfices et en plus, qui ont des jeux d'actifs monétisables à tout moment. Ouais, donc, si le marché se rend compte de ça, là, le titre peut exploser. Si le marché se rend compte, si c'est monétisé par le management, s'il y a une volonté de l'actionnaire principal de faire quelque chose avec ses actifs, là, tu peux, en plus de la capacité bénéficiaire, tu as la carotte, entre guillemets, des actifs. Donc là, c'est plus compliqué. Donc la formule, elle prend un mix de tout ça. Et donc, tu as le multiple de bénéfices plus ces actifs tangibles qui peuvent être cédés. Et donc, c'est la moyenne de ces différents critères qui te donne une forme d'objectif de cours. Et quand tu arrives à ce niveau d'objectif de cours, tu vends ou là, pareil, tu as un objectif, on va dire, de RO annuel que tu dois avoir. Il est vendu après ce qu'on a fait récemment. Des fois, c'est des objectifs qui sont un petit peu ambitieux. Parce que le marché, des fois, a du mal à valoriser tous ces actifs parce qu'ils ne sont pas toujours monétisables ou monétisés. Donc, ce qu'on peut faire quand on n'est pas très loin de l'objectif de cours, si on a 10-15% de l'objectif de cours et qu'on a trouvé une boîte où il y a un potentiel qui est 5-6 fois supérieur, là, il est possible qu'on fasse un arbitrage parce que ça fait plus de sens. En termes de coût d'opportunité, attendre qu'on atteigne les 15 derniers pourcents qui vont peut-être prendre 2 ans ou ne jamais arriver. Et puis avoir en stock une boîte on estime qu'il y a un potentiel de 80-100%. Là, on préfère réaliser un arbitrage. Ouais, donc en fait, tu vends quand tu sens que tu as un arbitrage plus pertinent sur une autre boîte. Là, je parle purement des deux bases. Là. Ouais. Tu disais, je ne suis pas un institutionnel, donc je n'ai pas cette contrainte d'avoir des petites valeurs, grandes valeurs, je peux aller un peu partout. Justement, est-ce que toi, empiriquement, tu privilégies aujourd'hui plutôt un type de boîte, tu notes plutôt des small, mid cap ou large cap, ou au contraire, ton screener va partout et puis tu regardes les opportunités? Là, on va partout, mais aujourd'hui, les prix les plus faibles sont sur les small cap. Donc, même si je voudrais bien trouver un truc incroyablement pas cher sur les big cap, aujourd'hui, en fait, de flux, d'effet de mode ou d'une raréfication du stock picking, finalement, tu as plus d'opportunités sur les petites boîtes. Donc, souvent, ça tombe sur les petites boîtes. Et après, il y a encore des choses aberrantes au Japon et en Corée, par exemple. Tu fais une transition parfaite parce que c'était ma prochaine question. Justement, les Dobas sont connus et réputés pour aussi s'intéresser au marché asiatique. Toi, à titre personnel, j'allais dire, tu allé défricher le marché coréen depuis pas si longtemps. Pourquoi être allé sur le marché d'abord japonais et aujourd'hui coréen? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? En fait, historiquement, avec mes anciens associés, donc ça remonte à plus de 15 ans, on était intéressé par le marché japonais parce qu'on avait vu déjà qu'il y avait des valorisations dingues. Mais on s'était dit, certainement que c'est pas la même... ce ne sont pas les mêmes comptes, c'est pas IFRS, etc. Et puis on avait écarté le truc. Et je trouvais que c'était une mauvaise raison finalement parce que la comptabilité japonaise hyper rigoureuse. Est rigoureuse et elle correspond aux standards européens, anglo-saxons. Donc tu as des comparables, tu n'as pas de mauvaises surprises dans les comptes. Et en 2018-2019, il me semble, on a commencé à regarder le marché japonais et quand tu vois la profondeur du marché, tu as 4000 boîtes de côté pour comparer. Dans le TOPIX, ouais. Ouais, pas que. TOPIX, c'est le... Je crois qu'il y a 400 boîtes dans le TOPIX, enfin, c'est l'indice. Et donc, sur toute la bourse japonaise, tu as 4000 boîtes, alors qu'à Paris, tu as 800 boîtes de côté. Donc, tu as un marché qui est 5 fois plus profond. Et en plus, tu as peu d'analyse. Donc, tu as potentiellement beaucoup de choses à faire. Donc, même si tu analysais 10 boîtes par jour, il te faudrait plus d'une année pour juste regarder cette cote japonaise. Et toi qui parlais beaucoup de Warren Buffett tout à l'heure, a raison. Lui aussi a investi parfois massivement dans des conglomérats japonais. Mais pour me faire un petit peu l'avocat du diable, on pourrait dire qu'au Japon, il n'y a pas de croissance, que la démographie est en berne. On a vu l'histoire du carry trade avec les taux de change il n'y a pas longtemps qu'on fait trembler un petit peu les marchés. Ça serait quoi les bonnes raisons d'investir au Japon? Là, tu fais de la macroéconomie, moi je fais de l'investissement. Donc, toi, si tu es bon en macroéconomiste, parie sur les devises, fais des choses comme ça. Enfin, si tu es celui qui est capable de faire de la macroéconomie, de comprendre les flux, tout ce qui se passe au niveau mondial,
c'est son métier, ok, qu'il essaie de générer de l'alpha, de la performance grâce à ça. Moi, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est s'il y a une boîte qui vaut 100, elle a 200 de cash net dans son bilan, elle fait des petits bénéfices, il peut se passer quelque chose de positif. Que ça soit sur le marché japonais, coréen, en France. Quel que soit le marché, en fait. Ça serait en France, je serais ravi d'acheter cette boîte-là en France, mais elle Ouais. n'existe pas. Ouais. Sur le marché japonais, en 2019-2020, il y en avait un paquet. Hein. Et justement, comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui fait qu'au Japon, tu puisses acheter finalement une boîte presque 2 fois moins chère que sa valeur réelle? Il y a plusieurs paramètres. En fait, tu as la profondeur de marché déjà, donc 4000 boîtes cotées. Donc, ce qui fait que pour suivre 4000 entreprises, ça demande un travail dingue, donc c'est pas possible. Ouais. Je pense qu'il y a au moins 2000 ou 2500 boîtes qui sont suivies par 0 analyste. Tu as aussi un effet de ce que j'ai lu. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui veulent être cotés pour un point de vue réputationnel. Donc, ils n'ont pas besoin de cash, ils n'ont pas besoin de lever des fonds, ils vont aller en bourse pour la gloriole. Okay. Donc là, donc à partir de ce principe-là, tu as un nombre incroyable de boîtes cotées qui n'ont pas besoin de fonds et qui fait que la cote, elle est surpeuplée, entre guillemets. Ouais. Tu as une cote qui est vraiment renouvelée en permanence. Et tu as aussi une gestion, c'est ce côté déflation permanente, etc., prise de risque modérée, des boîtes qui sont plus que centenaires. Donc, c'est une gestion hyper prudente où le but va être de garder des employés, de pérenniser le business, réflexion à 50, 60, 80 ans, et pas forcément une optimisation opérationnelle. Donc ça, c'était vrai jusqu'à il y a très peu, parce que maintenant, tu as des activistes qui commencent à arriver sur le marché japonais, et c'est si tu as un capital qui est éclaté, donc un flottant important, tu peux plus dormir sur des montagnes de cash. Justement, ça a pas mal changé parce que je crois que même les politiques se sont largement intéressés à cette problématique-là de retour aux actionnaires. Là, ils ont contraint, en tout cas, les sociétés japonaises à évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et est-ce que ça a déjà permis de générer de la perf? Oui, parce que là, tu as vu un nombre incroyable d'entreprises qui commencent à racheter des actions depuis 2-3 ans. C'est impressionnant. Tu n'as pas une semaine où tu as des boîtes qui rachètent 2-3% de leur capital pour l'annuler. Tu as aussi quelque chose qui est assez incongru au Japon, c'est que les entreprises ont beaucoup de participation croisée. Donc toi, si tu es mon fournisseur, je vais prendre 5% de ton capital et vu que je suis ton client, tu vas prendre 5% de mon capital et puis c'est super, on fait ça depuis 150 ans et puis on fait des affaires. En réalité, des fois, ça n'a aucune raison d'être. Souvent, tu lis dans les rapports annuels que c'est pour améliorer la relation commerciale. Mais tu vois une petite boîte qui fait 20 millions peut-être 50 millions de capitalisation, qui a une participation de 0,05%, c'est un géant de son secteur. Il n'a aucune influence sur quoi que ce soit. Donc, bien sûr. Donc, tu as un système de participation croissée qui est en train de se réduire aussi. Donc, tu as une loi qui est passée, je ne sais plus quelle est, elle a certainement un nom. Donc, le but, c'est réduire les participations croisées, retourner le cash aux actionnaires, donc augmenter les ROE. Forcément, quand tu as du cash incroyable dans tes bilans, tu as beaucoup d'actions dans le bilan, tu as des ROE très faibles parce que tu es surcapitalisé, tu as des bilans qui sont très, très importants. Donc, en donnant une contrainte de ROE, finalement, tu obliges les boîtes à retourner le cash aux actionnaires. Tu as aussi un autre objectif, c'est retrouver les fonds propres. Ce qui paraît assez dingue, c'est un objectif sur pas mal de boîtes, même des grosses boîtes, de retrouver la valeur des fonds propres. Mmh. Donc, tu as des boîtes qui sont données comme objectif de retrouver une capitalisation boursière proche des fonds propres. Et sur le marché japonais, c'est un nombre incroyable de boîtes. Donc, pour atteindre cet objectif-là, ça va être rachat d'actions, dividendes, meilleure communication, des fois des sites en anglais, sites institutionnels en anglais. Et là, tu vois, sur 2-3 ans, il y a un gros travail, hein, c'est assez incroyable. Ça on l'a constaté, on le voit sur les perfs justement des actions japonaises achetées sur les Dobas. Est-ce que tu as une ou deux lignes en tête qui ont eu des performances incroyables? Là, c'est un peu en dehors de ce cas de retour au fonds propres. Je pensais par exemple à Mutual Corp. Donc, c'est une boîte qui fait des process industriels, mécanisation, automatisation. Donc, on avait vu que je ne sais pas s'il était fondateur, mais c'était le plus gros actionnaire, il me semble qu'il était fondateur, il avait 90 ans. C'était le premier actionnaire de la boîte. Un genou au Japon. Ouais, c'est un peu jeune pour le Japon, mais là, il commençait quand même. On se doutait qu'il se rapprochait de la retraite, là. 91 ans, on sentait qu'il était sur le départ. Il pouvait être sur le départ. C'est une possibilité. On sentait qu'il il avait plus de chances de partir à la retraite que de repartir pour 20 ans. Et une boîte rentable qui cotait sous son cash net. Incroyable. Et 9 mois après notre achat, la boîte elle a été vendue. Et la prime, elle était de 140%. Wow. Donc, c'est assez intéressant, c'est que 140% en 9 mois. On n'a pas fait ça parce que le cours, en fait, il a fait que baisser pendant 9 mois. Donc, plus on rentrait tard sur l'action,
plus la prime était intéressante. Donc, ouais, c'est pour dire, il y en a sur le marché européen, tu vois des primes souvent à 20-30% pour justifier une sortie de cote. Ouais. Là, tu as quand même quand tu cotes sous ta trésorerie nette, c'est difficile de justifier de sortir à 0,5 fois les fonds propres. Donc, tu as quand même des choses sympathiques. Donc tu penses, ta conviction, c'est que dans le marché japonais, toutes les opportunités que vous arrivez à déceler avec les Dobas aujourd'hui vont pas se multiplier, mais en tout cas, vous allez en tirer en avoir les résultats et les profits dans quelques années, où c'est déjà le cas aujourd'hui. Ouais, on a quand même des belles performances sur les boîtes japonaises. Après c'est atypique. En faire une prime de 140%, avoir un catalyseur comme ça au bout de 9 mois, ça arrive. Et après, ça peut mettre 5 ou 6 ans ou ne jamais se produire. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut être diversifié. Celui qui dit qu'il est capable de savoir quand est-ce qu'il y a une opération en capital ou que le catalyseur va être là, soit c'est un menteur, soit c'est un initié, quoi. Ouais. Donc il y a un problème. Et si tu payes pour avoir ce catalyste, il est dans le prix. Donc si tu veux avoir le gros gain, le gros potentiel, et que tu as déjà identifié le catalyste et le marché est aussi au courant, normalement c'est dans le prix. Donc tu n'as pas le potentiel. Ouais. Sauf surprise, sauf événement incroyable. Et alors, quid du marché coréen? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, pour investir sur le marché japonais, tu as plein de plateformes, de Giro, j'imagine, d'autres. Sur le marché coréen, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que tu t'y intéressais? Même question, et quel a été un peu le process? Mais en fait, à chaque fois que je cherchais des boîtes ou que je cherchais des ratios très décotés, le marché coréen ressortait toujours. Il y a un moment, je me suis dit, il faut quand même y aller sur ce marché coréen. Et je me rappelle avoir lu que Buffett avait investi, je ne sais plus si c'était dans les années 80 ou 90, il avait trouvé plein de boîtes qui étaient cotées sous la trésorerie nette. Il avait fait le plein. Il en avait acheté une vingtaine, je crois. Et puis, il avait ressorti des gains assez sympathiques au bout de quelques mois, quelques années. Et donc, tout ça m'a titillé. Et je me suis dit, il faut vraiment aller sur ce marché coréen. C'est incroyable. Des multiples de bénéfices de 3, 4, des trésoreries nettes qui dépassent la capitalisation boursière, de la croissance. Enfin, c'est fou, quoi. En Europe, tu ne trouverais pas ça, quoi. Donc, à savoir que le marché coréen, c'est la Corée du Sud. Je parle de la Corée du Sud, ça me paraît évident, mais autant le préciser. C'est 2500 boîtes cotées, donc c'est pareil, tu es 3 fois plus qu'à Paris. Et sur des métiers assez technologiques, industriels. Donc, tu as pas mal de choses à faire. Et très difficile d'accès pour les particuliers parce qu'il me semble que je ne maîtrise pas le côté juridique et spécifique de la bourse coréenne, mais il me semble que tu ne pouvais pas avoir une espèce d'identifiant pour investir sur le marché coréen. Okay. Donc c'était limité, en fait, en tant que particulier, tu ne pouvais pas y aller. Et donc j'ai demandé à quelqu'un sur la tutosphère, est-ce que vous savez, quelqu'un sait comment investir sur le marché coréen? Et j'ai obtenu en 5 minutes une liste de 3-4 brokers pour investir sur le marché coréen. Bon, il s'en est suivi, les abonnés l'ont vu sur le forum, des aventures assez improbables. Donc ouvrir un compte à Hong Kong pour investir en Corée. En ouverture de compte avec une lettre papier classique par la poste. Enfin, un vrai process, quoi. Des choses... faut le vouloir. Ouais, t'y vas pas par hasard, mais tant mieux. Parce ouais. que, après, la distance, le courtier... Alors, une petite question, qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué à titre, pas institutionnel, mais individuel, d'investir en Corée qu'au Japon, par exemple? Ça, c'est vraiment faut demander aux autorités coréennes qui ont fermé le marché, je ne sais pas pour quelle raison. Et, je crois qu'il y a beaucoup sur le côté capitalistique et investissement financier, je crois qu'il y a un vrai enjeu de société en Corée, parce que par exemple, ils ont interdit encore la vente à découvert. Donc, je trouve qu'il est un peu aberrant. Donc, il est impossible de vendre à découvert sur le marché coréen depuis, je crois, 1 an et demi, et ça a été prolongé encore pendant 6 mois. Donc, tu vois, il y a une relation, je pense, avec le marché financier qui sont un peu particuliers en Corée. Ce qui n'empêche que c'est un pays capitalistique, il y a pas mal de choses à faire. Et pour moi, les valorisations actuelles, elles sont comme le Japon d'il y a 5-6 ans. Donc, avant qu'il y ait des réformes, avant qu'il y ait un retour de cash vers les actionnaires, etc. Donc, tu as vraiment des prix qui sont très faibles. Okay. En sachant, tu as toujours l'épée de Damoclès de la Corée du Nord. Bon, ça, faut en être conscient. Bon, pour l'instant, il ne s'est jamais rien passé. Mais c'est un risque à prendre en compte. C'est un risque, il existe. Bon. Donc c'est pour ça que tu n'irais pas à 50% de ton portefeuille sur un marché coréen. Non, j'ai des actions en Corée, mais non, je n'ai pas une proportion incroyable. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu nous as parlé d'une centaine de lignes. On a parlé au tout début des matières premières. Alors, on a la chance d'avoir un spécialiste sur les Dobas des matières premières. Tu pourras peut-être en dire un mot et on le salue. Quelle est toi ton approche par rapport aux matières premières? Comment est-ce que tu les intègres dans ton portefeuille? C'est Okawango, donc qui est sur le forum, qui est bien connu pour ça, que je salue au passage, que je connais depuis maintenant, je pense, 10 ans. Moi, j'étais en termes... les matières premières, j'ai investi que à travers les mines. Donc, je ne suis pas investisseur directement en métaux, pétrole, etc. Je n'achète pas de la matière première brute, ça ne m'intéresse pas.
parce qu'il y a moins de leviers, parce qu'il y a plein de tenants politiques, plein de choses géopolitiques, stratégiques que je ne maîtrise pas. Mine aurifère, mine d'autres types de De métaux. tout. En fait, au début, j'étais assez réticent sur l'investissement en matières premières. Je voyais Okawango qui publiait des choses, qui partageait des choses. On échangeait, avant que le forum existe, on échangeait par mail, téléphone, etc. Et j'étais assez réticent parce que pour moi, c'était le Far West. Beaucoup d'augmentation de capital. On te vend des projets, des trucs incroyables. Dans 5 ans, ça sera la plus grosse mine du monde. On a trouvé une réserve, c'est fou. Et puis, 90% des cas, c'est soit du scam, soit des gens qui veulent repartir avec le cash, des fraudes, ou alors sur l'opération, une fois que tu commences à creuser, tu as beaucoup plus de dépenses que prévu. Donc, Et puis on dit souvent que les gens qui sont beaucoup enrichis avec la ruée vers l'or, ceux qui vendaient les pelles et les... c'est ça exactement. Et donc je pense que ceux qui, dans ce business-là, souvent, c'est ceux qui vendent leurs propres actions, enfin ceux qui créent des boîtes qui vendent leurs actions qui gagnent le plus d'argent. Ouais. Donc dilution de capital à gogo et tu vois les cours qui font des 90, moins 90, moins 95. Donc c'est le royaume pour perdre de l'argent, quoi. Donc moi, c'est cette vision que j'avais des mines en bourse. Et avec Okawango, j'ai compris qu'il y avait quand même des acteurs sérieux et que tu peux aussi trouver des acteurs qui ont une très bonne gestion, de la trésorerie, des réserves, des mines qui fonctionnent et des potentiels. Très important parce que quand tu as une mine, ta mine souvent elle va être prolongée de plusieurs années et tu trouves des trucs connexes à côté, tu peux commencer à miner un peu plus. Et puis surtout le levier. Ce qu'il faut voir avec les matières premières, c'est que tu vends un produit qui est fongible. Donc, que ça soit du pétrole, qui soit. Bon, non, le pétrole, c'est un mauvais exemple parce qu'il est plus ou moins lourd. Mais que ça soit de l'or en Afrique du Sud, en Australie ou en Russie, il a la même valeur. Bien sûr. Et c'est le même, une fois qu'il est raffiné, etc. Donc, tu n'as pas de marketing à faire. Tu n'as pas à vendre ton produit. Donc, ça, c'est une simplicité. Tu n'as pas à connaître le produit, entre guillemets. C'est juste l'offre et la demande qui va faire le prix sur. Ce qui est compliqué. Moi, je sais pas prédire le prix des matières premières. Mais sur les matières premières, tu peux avoir un effet de levier incroyable. Si tu as une mine qui est rentable avec de l'or à l'once d'or à $1000, si demain l'once ça fait x3, x4, la rentabilité elle va faire plus que x3, x4. Donc tu as un effet de levier dingue. Parce que c'est l'offre et la demande qui régulent ça. Et tu ne peux pas tout d'un coup avoir sur le marché une abondance d'offres spontanées. Donc si tu as l'élastique qui est tendu en offre-demande, je pense par exemple au cuivre, je dis n'importe quoi, le cuivre. Si tu as un besoin de cuivre qui est très important, demain, l'offre ne peut pas s'adapter tout de suite à la demande. Donc, il y a un effet inélasticité qui va se traduire dans une hausse des prix incroyable. Parce que le cuivre, par exemple, dans une voiture, peut-être que ça va coûter, je dis n'importe quoi, 100 € de cuivre par voiture. Si demain, ça va multiplier par 2, ça va coûter 200 €. Donc, ça ne va pas changer fondamentalement le prix de ta voiture. Par contre, c'est indispensable. Donc, tu vas l'acheter même si ça fait x2, x3. Ouais. Et donc, les minières, même les matières premières, pétrole, etc., uranium. Uranium, c'est assez particulier parce que c'est comme de la politique. Mais en tout cas, tout ce qui va être indispensable aujourd'hui. Tout ce qui est matière première, tu peux avoir un effet démultiplié grâce à une action de minière. Donc c'est vraiment un objectif de l'acheter au bon moment, à un cours qui n'est pas trop haut par rapport aux fondamentaux. Ouais, c'est difficile. C'est ça, c'est aller de se dire, bon, c'est une matière première qui est plus ou moins déprimée historiquement, t'en sais rien, personne ne le sait. Si tu ne l'achètes pas sur un sommet, si cette matière première n'est pas sur un sommet, il y a des chances peut-être qu'elle va plutôt tendance à repartir vers... qu'elle va progresser plutôt qu'elle va baisser fortement. C'est plutôt ça, c'est plutôt ce paramètre-là. Ça, tu ne le maîtrises pas. Après, si ta boîte est bien gérée historiquement, il n'y a pas de dilution, et qu'il y a du cash dans le bilan, tu te mets en position où tu peux avoir ce levier. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne sais pas. Mais tu es en bonne position pour bénéficier de ce levier. Et c'est ce type de boîte que je recherche, qui fasse de l'or, de l'argent égal. Ouais, en fait, c'est un peu cette idée de se dire, plutôt que de couvrir ton portefeuille à travers le fait d'avoir une position en ETF avec un or physique, tu vas plutôt aller sur la mine pour l'or minorifère pour dire il y a un effet de levier à terme potentiel. Ouais, donc c'est pas une couverture. Là, je vais chercher plutôt le levier. Ouais, c'est pas une couverture, acheter de l'or. Ouais, c'est pas très, très clair. Si tu avais, je sais pas, en tête, alors, hormis... dans tout ton portefeuille, est-ce que tu as 2-3 trades en tête où tu as été hyper performant? Tu nous as parlé tout à l'heure de cette boîte japonaise sur le marché japonais avec cette prime de 190% en 140%. 140%. Est-ce que toi, tu as 2-3 trades un peu mythiques dans ton portefeuille où tu te dis vraiment ça a dépassé mes espérances parce qu'il y a eu un catalyseur à un moment donné? Je pense à Geomatech qui a été acheté. C'est une boîte japonaise qui a été achetée pendant la crise coronavirus. Et en fait, c'est une boîte qui est en perte depuis des années, qui fait quelque chose de technologique que je ne maîtrise pas, qui a une grosse trésorerie nette et qui a publié un partenariat stratégique avec
une grosse boîte japonaise. Et juste la publication de ce partenariat sur un produit spécifique, le cours a été multiplié par 2 ou 3, je ne sais plus de mémoire, il faudrait que je retrouve les éléments. Je pourrais mettre le lien sous la vidéo. Et là, c'est forcément faire x3 en quelques mois ou quelques semaines, c'est quelque chose, tu peux l'espérer, mais c'est pas quelque chose que tu prévois. Et donc, vous avez vendu la position juste après. Ouais, ça a dépassé l'objectif de cours pour le portefeuille de base, par exemple. Ouais. Il y a aussi Dillard's, qu'on a, le vendeur, c'est une espèce de galerie Lafayette à l'échelle américaine, et en fait, qui est propriétaire de ces immeubles, et qui rachète depuis, et qui verse très peu de dividendes, qui ne fait pas de conférences d'analyse, qui est détenu en majorité par la famille Dillard's depuis, je pense, 2-3 générations. Propriétaire, je pense, à 80% de ces murs de magasins. Donc pas de loyer, c'est un avantage pendant le coronavirus. Et qui rachète tous les ans 2-3% de ses actions. Mais ça fait 30 ans qu'ils le font, ça. Donc le nombre d'actions, il baisse à un rythme incroyable. Et qui a publié en 2021, il me semble, des super bons bénéfices. Et tout d'un coup, le marché il a compris que c'est une super boîte, quoi. Ouais. Et donc le cours, il a été à $20. Et là, aujourd'hui, on doit être à $200. Ah oui. Donc il a fait, nous, on avait un objectif de cours beaucoup plus modeste, donc on a fait un joli gain. On n'a pas réussi à vendre au plus haut, mais c'est une belle performance. Parce qu'on avait, la boîte était rentable et on avait considéré qu'il y avait ce collatéral d'immobilier en plus. Donc on était serein d'acheter des codes sur bénéfices sur la capacité bénéficiaire qui n'était pas importante, mais on avait ce collatéral immobilier qui faisait qu'on était serein qu'un jour, s'il y a une crise, quoi que ce soit, ils ont toujours ce collatéral. Justement, c'est une question que j'ai envie de te poser. Quand tu identifies une opportunité d'investissement, tu imagines quelle peut être la valeur réelle sur le marché. Forcément, ton espérance, c'est de te dire qu'à un moment donné, il va y avoir un signe noir positif pour que l'action soit à minima sur cette valeur-là. Mais est-ce qu'à l'inverse, comme elle a été très décotée par le marché, il n'y a pas une explosion du cours, comme tu as l'air de le décrire ici, et dire finalement, mon objectif de cours, je vais les laisser courir parce que les winners font forcément beaucoup plus que les actions qui ne montent pas. En fait, là, sur Dillard's, tu avais aussi une problématique où tu as beaucoup de vendeurs à découvert, parce que comme c'est du retail, je pense qu'il y a une problématique à un moment de liquidité. Et les gens sont faits. Là, si tu fais x2, x3, tu es short sur ce type de boîte, tu comprends, il va falloir que tu sortes parce que si tu es un institutionnel, tu vas te faire taper sur les doigts par ta compliance ou je sais pas qui, par tes clients. Donc, tu avais un double effet. Parce qu'en plus, sur Dillard's, ce qui est intéressant, c'est que tu as ce phénomène de rachat d'actions, ce qui amplifie le phénomène aussi. Ouais. Donc, oui. Ouais, en fait, quand tu as une possibilité d'analyse, de compréhension et de te dire que des gens sont en train de shorter le titre, et que tu as un signe noir positif parce que tu es orienté sur la valeur à long là, terme. c'est détonnant. Ouais. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, Et ça, c'est des choses que tu arrives potentiellement à identifier au moment de l'analyse de la boîte. Tu peux trouver des facteurs qui vont te dire oui, il peut se passer quelque chose sur ce titre, mais après, tu n'en es jamais sûr. Ouais. Ce qui fait tout le charme de l'investissement, je trouve. C'est toujours le faire. Pour moi, c'est toujours des paris. Tu fais un maximum moi, j'essaie de faire un maximum de paris en sachant que. En mettant les probabilités de ton côté, évidemment. C'est ça, tu mets des probabilités, des objectifs de gains, et puis tu essaies d'avoir en permanence un maximum de paris avec des gains intéressants. Et puis d'arbitrer tes paris en fonction d'une autre opportunité qui du peut potentiel, etc. Tu fais une rotation un peu permanente de ton portefeuille. Et justement, dans ces paris, on en parlait au tout début et je voulais attendre spécifiquement maintenant, on a reparlé un petit peu des shorts. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie des long shorts et le fait d'avoir des actions gratuites en arbitrant Ah oui, c'est très rare, mais tu as des boîtes cotées qui détiennent des participations dans d'autres boîtes cotées et cette seule participation est supérieure à la capitalisation boursière de la boîte. Tu peux nous donner un exemple ? Oui, alors, je vais aller au Japon. Qui c'est, il me semble que ça s'appelle Electric Way. C'est une boîte qui gère des réseaux ferrés et qui est le premier actionnaire de Oriental Land, qui est propriétaire du Disney Tokyo, donc le deuxième parc mondial, il me semble, d'attractions. Et donc, sa seule participation dans Oriental Land, ça fait environ 2 fois la capitalisation boursière de Kissé, je ne sais pas comment on prononce. Et donc, tu peux considérer que si elle vendait cette participation, c'est une boîte rentable. Donc, si elle vendait cette participation, ça fait x2 pour le cours, x2, x3. Mais quand tu écoutes le management, c'est impossible que cela se produise parce qu'ils ne peuvent pas vendre du fait de la quantité d'actions à vendre. Okay. Quoi qu'il en soit, tu peux toujours avoir des fusions, faire des choses, machin. Donc, moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que je vends Oriental Land et j'achète l'opérateur de chemin de fer. Et je me dis qu'à terme, il se passera quelque chose. C'est d'autant plus intéressant au Japon que quand tu empruntes un titre comme Oriental Land, ça te coûte 1% par an. Donc, ça verse très peu de dividendes. C'est une boîte en plus qui est très bien valorisée. Donc, je considère que sur le short, tu as quand même un potentiel juste sur l'aspect short, sans considérer le long short.
Et donc, sur ce deal-là, par exemple, j'ai une petite position là-dessus. J'attends qu'il se passe quelque chose et je considère qu'il y a peu de risques. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres opportunités? Tu en as eu récemment sur le marché français ou européen que tu pourrais dont tu pourrais nous parler? En France, sur la France, c'est quand même très rare parce que le marché, quoi qu'on en dise, sur les small caps, il est plus efficient. Tu as quand même beaucoup plus de gens comme toi, comme moi, qui scrutent le marché. Donc, c'est plus rare. Tu as eu une époque, tu as eu Ubisoft avec Guillemot. Tu avais Guillemot qui possédait des actions Ubisoft. Donc, Guillemot, ça appartient à la famille aussi des fondateurs d'Ubisoft. Ça s'appelle Guillemot, il me semble. Okay. Et il détenait des actions Ubisoft. Et Guillemot, qui produit des accessoires de jeux vidéo, il avait des actions Ubisoft. Et cette seule participation dépassait le cours de Guillemot. Et ça a duré quelques années, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc ça existait sur le marché français. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est sur une problématique un peu atypique, c'est sur Peugeot Invest, donc anciennement FFP, donc le holding d'investissement de la famille Peugeot, donc qui est je pense c'est le premier actionnaire de Stellantis maintenant, à côté de la famille Agnelli, Fiat. Et la simple participation, c'est assez rare. Là, je crois que je ne sais plus si c'est encore le cas actuellement, mais il y a eu quelques semaines, c'était le cas où la simple participation dans Stellantis dépassait le cours de la valorisation de Peugeot Invest. Okay. Donc là, si tu veux faire un pari, entre guillemets, sans risque de marché, enfin, si tu veux obtenir tout le reste du portefeuille d'investissement de Peugeot Invest gratos, tu pouvais vendre Stellantis et acheter Peugeot Invest. Bon, sachant que tu as quand même une problématique sur Peugeot Invest, des codes de holding, une problématique, c'est pas... Si tu as des codes comme ça, c'est qu'il y a forcément des soucis. Mais justement, je crois que c'est Egon qui en parle en disant que lui, il achète très rarement, et puis il avait un contre-exemple quand il en parlait, mais de holding, parce qu'il y a toujours une décote sur la holding, alors souvent parce qu'elle est diversifiée, ce qui est un peu moins le cas de Peugeot Invest, qui a en grosso modo 3-4 grosses valeurs. Quel est un peu ton point de vue justement sur la holding? Quand tu regardes historiquement, sur les 20 dernières années, c'est vrai, mais... Par exemple, juste avant le crack, dans les années 20, aux US, c'était considéré comme étant un argument de vente parce que ça te permettait d'avoir plusieurs... directement avec une seule ligne, tu avais plusieurs lignes, donc tu avais des primes. Okay. Des primes des fois de 50-60%. Donc tu vois, comme quoi les modes changent. Complètement. Après, c'est difficile de comparer parce qu'aujourd'hui, tu as des ETF, tu es vraiment diversifié, tu achètes un ETF. Mais oui, qu'est-ce qui va faire que tu as des codes de holding disparaissent? Pourquoi tu vas acheter du Peugeot Invest plutôt que du Stellantis si tu sais que le principal investissement de Peugeot Invest, c'est Stellantis? Ouais. Est-ce que la gestion de Peugeot Invest est bonne? On l'a vu que récemment, c'est un peu compliqué avec Orpea, les actifs en Autriche et tout. Donc, non. Donc oui, ça peut perdurer, mais ça peut se réduire du jour au lendemain. Qu'est-ce qui empêche Peugeot Invest demain de faire une opération d'une offre en capital et de se dire j'en ai marre de cette décote, je fais une offre minoritaire, je les sors, je ne vais plus être coté. Réduction de la décote. Ça peut arriver demain, dans 10 ans, jamais arrivé. Oui, bien sûr. Donc oui, ça existe. À quel montant t'accordes à cette décote de holding? 30%, 50%? 50%, c'est peut-être trop. 30%, c'est peut-être la norme. Bon, ça arrive à 50%. Tu peux peut-être faire un arbitrage, te dire c'est intéressant. Ouais. Après, à 20%, peut-être que ça vaut plus le coup. Je ne sais pas. Ouais, c'est chacun une question un peu d'arbitrage de probabilité par rapport à ce que tu estimes et tes valeurs, quoi. Justement, comment tu intègres cette notion de momentum? Est-ce que tu regardes si une boîte que tu suis, à un moment donné, sort des chiffres qui sont en décohérence par rapport à ce que tu envisageais? Enfin, en gros, comment est-ce que tu inscris ça? On reprend William Higgins également, mais qui lui regarde la manière dont s'est comporté le titre sur 6 mois, 1 an, pour sortir finalement les moins bons performeurs. Pour moi, je ne comprends pas cette notion. C'est acheter quelque chose qui est à la mode, quoi. C'est comme ce qu'on a vu le carry trade sur l'euro yen. Tu dis, le yen, il va faire que baisser. Il y a le momentum qui est super positif. Il y a un momentum à la baisse du yen. C'est indéterminé, c'est infini. Ben, on l'a vu que non. Je veux dire que ça fonctionne jusqu'à que ça ne fonctionne plus. C'est de réintégrer une logique presque macro qui n'est pas en cohérence avec ta stratégie. Là, sur l'euro yen, et sur le momentum en général, c'est se dire, il s'est passé quelque chose récemment ou il y a 2 ans, ça fait un trend. Et ce trend, il va se poursuivre. Non, moi, ça ne me parle pas. Je ne sais pas. C'est comme les effets de mode, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est pertinent, ou c'est pas parce qu'il y a un secteur qui marche bien aujourd'hui qui va marcher demain. Non, c'est au contraire. Moi, j'ai plutôt cherché les plus bas sur 2-3 ans, les titres qui sont délaissés et qui ont des problèmes, plutôt que de les chercher dans l'univers où tout se passe bien et tout le monde en parle. Est-ce que tu penses que c'est une logique presque instite de sa part à se dire finalement il doit prouver qu'il arrive à générer de la performance sur 2-3 ans, là où toi tu n'as pas du tout cette contrainte de temps et la notion de momentum, en fait tu te dis si je joue pas le momentum, j'ai potentiellement une abstraction de valeur qui va être encore plus importante. C'est possible, ça rentre peut-être dans l'impératif institutionnel, je sais pas. Se dire si le marché il performe pendant que moi je suis à côté, les clients ne vont pas être contents.
Après, Indépendance Expansion, je ne suis pas sûr qu'ils soient... Bon, ils publient des rapports mensuels et trimestriels. Ils ont quand même une vision à long terme. Ouais. Peut-être que ça a changé un peu, je ne sais pas. Il faudra leur demander. Ouais. Mais ouais, c'est toujours difficile de se faire battre par le marché. On en parlait tout à l'heure. Tu es passionné d'investissement depuis, j'allais dire, presque toujours. Tu as forcément appris plein de choses, commis des erreurs comme tout le monde, peut-être un peu moins que d'autres. Mais en tout cas, quels sont tes apprentissages les plus importants qui ont changé la manière dont tu t'inscris en tant qu'investisseur au Si quotidien? c'est pour donner plutôt si on peut se permettre de donner des conseils aux débutants, c'est commencer à investir, quoi. Même des petites sommes et puis prendre des pertes. C'est là où tu comprends comment tu gères ton stress par rapport aux pertes. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur dans ton process? Est-ce que c'était une erreur? Il y a une notion qui est très importante, c'est que tu peux aussi avoir bon process, bonne perf, bon process, mauvaise perf, et mauvais process, bonne perf. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'expérience, un recul assez important pour savoir identifier là où tu as été bon dans ton process et qui a généré une mauvaise perf, là où tu as été mauvais, et donc tu vas sanctionner, c'est normal, et là où tu as été mauvais, et tu as une bonne perf. Donc là, c'est encore plus délicat. Donc oui, je pense que c'est à force d'itération, trouver son style d'investissement, faire des erreurs et comprendre là où ça a fauté. Parce que tu peux aussi performer ou ne pas performer et finalement avoir un bon process. Je veux dire, c'est pas parce que ta performance est moyenne ou que tu te fais battre par le marché que tu n'es pas sur une bonne approche. Parce que cette approche te correspond, parce que tu ne te réveilles pas la nuit à te dire oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette pondération? C'est quoi ce titre? Donc c'est ça. Au-delà de la performance, au-delà de la comparaison avec le marché, c'est ton style. Avec son être à l'aise, savoir tenir 5-10 ans, ne pas remettre en cause tout ton process tous les 4 matins, aller chercher un peu de perf de marché sans forcément coller au marché. Et peut-être qu'une année, tu vas faire une super perf, peut-être que l'année suivante, ça va être moins bon. Et puis au final, tu vas bien t'en sortir et puis tu vas générer de la performance. Et est-ce à dire que toi, tu as toujours gardé ton même style d'investissement ou tu l'as fait évoluer au travers de cette expérience-là? Au début de mes investissements, j'étais plus concentré qu'aujourd'hui, mais j'avais aussi un univers d'investissement qui était plus faible. Okay. Aujourd'hui, ce qui est incroyable en tant que particulier, on parlait du Japon. Tu peux investir au Japon, ça coûte, c'est accessible, c'est très peu cher. Entre 2 et 6 euros l'ordre, enfin, c'est fou, quoi. Ouais, c'est ça, même 1 euro. Hein. Donc, tu peux investir sur toute la planète. Tu n'as plus de contraintes d'espace, de temps, de taille d'entreprise. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, c'est quand même moins évident, où ça coûtait beaucoup plus cher. Donc, du fait du temps que je consacre, de mon intérêt, j'ai un portefeuille aujourd'hui qui est beaucoup plus diversifié d'un point de vue géographique, type de boîte, typologie de boîte, matières premières, short, etc. Parce que j'ai des outils qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants. Peut-être que j'avais eu ces outils-là plus tôt, peut-être que je les aurais utilisés, peut-être que j'aurais aussi perdu beaucoup d'argent. Mais oui, mon évolution, mon style d'investissement a changé parce qu'aussi j'ai un panel d'outils plus large. Justement, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les screeners ou les sites sur lesquels tu arrives à identifier en mettant tes critères, un petit peu les sociétés qui t'intéressent? C'est difficile parce que j'ai pas vraiment de trucs type. C'est ce que j'ai tout à l'heure. Donc ça va être des blogs, ça va être de tout, des newsletters, des Twitter, des rapports de gérants, des investisseurs individuels. Donc, Mais si tu veux regarder les premiers chiffres d'une boîte et que tu vas les mettre, en gros, est-ce qu'il y a un screener particulier sur lequel tu vas aller régulièrement en te disant je sais que les ratios ou les chiffres qui sont providés sont assez bons pour mettre mes 4-5 critères et faire un pré-filtre? Non, pas forcément. Non, c'est vraiment un peu tout. C'est un mix. Okay. J'en parlais pas, mais une des sources aussi d'idées, ça paraît évident, mais c'est le forum. Je veux dire, je suis le premier utilisateur. Donc, je ne prends pas toutes les idées. Comme un utilisateur, comme un lambda, comme un membre lambda, j'utilise le forum aussi pour avoir des idées d'investissement. Oui, parce que pour expliquer un petit peu aux gens, quelqu'un va venir en présentant une société, une idée, en expliquant pourquoi ça peut être une piste d'investissement. Toi, ça peut te donner soit l'idée de challenger la personne, soit de creuser en regardant les ratios, en fouillant un petit peu plus. Ça peut créer aussi un débat avec d'autres personnes qui vont venir alimenter cette discussion et pourquoi pas d'autres personnes qui vont acheter ce titre. Ouais, tout à fait. Ce que j'adore sur le forum, c'est que c'est la puissance du cerveau collectif, quoi. Aujourd'hui, on a plus de 1000 abonnés. Je dirais qu'il y a en membres actifs, je dirais qu'il y a 150 membres qui sont très actifs, 50 membres très actifs, ce qui fait que ça fait vivre en permanence la communauté. Et il y a tout style d'investissement. Peut-être qu'on se dit les Dobas, c'est que des boîtes pourries, ils achètent que des bilans, pas de capacité bénéficiaire, ce qui est faux. Et parmi les abonnés, il y en a qui vont te sortir des trucs incroyables. Donc
c'est toujours une source. Moi, je suis le premier consommateur, utilisateur de ce que publient les gens, donc les abonnés. Donc c'est super. Bah, moi, Et puis, on en discutait, mais je crois qu'il y a quelques-uns des gérants ou des équipes des gérants qui sont aussi présents sur les deux bases parce que ça doit forcément leur ouais, donner après, des idées. oui, il y a des institutionnels qui sont membres, mais je vais les laisser. Je ne vais pas dire qui ils sont anonymes. Mais oui, il y a des professionnels qui sont abonnés. Ouais. Après, vu le prix, vous aurez tort de s'en priver. Si tu as une idée par an, c'est vite ça rentabilise. Et oui, je voulais parler des membres phares. Je pense à Bibic, je pense à Okawango sur les matières premières, Snowball, qui est adoré par la communauté avec toute sa recherche sur les achats d'initiés. Il y a aussi des gens qui font des comptes rendus d'assemblée générale. Donc, tu vois, si l'approche de base elle est purement quantitative et basée sur une approche patrimoniale des entreprises, t'as pas que ça. Donc, c'est hyper polyvalent et c'est une de mes sources principales aussi d'investissement. Oui, puis il y a beaucoup de bienveillance dans les différentes approches parce que tous les gens sont là pour essayer de s'enrichir intellectuellement et en tout cas partager leurs connaissances. Mais je crois qu'avant tout, au-delà de la performance ou de la recherche de chercher la pépite incroyable, les gens sont passionnés. Donc, moi, le premier, je suis passionné. J'ai envie de découvrir des nouvelles boîtes, des nouveaux styles de gestion, des produits incroyables. Et puis aussi des décotes atypiques. Et c'est aussi le but du forum. Oui, complètement. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas s'attacher à des valeurs, à des actions. Malgré tout, si toi aujourd'hui tu devais citer, je sais pas, 2-3 actions qui sont un petit peu tes préférées. C'est compliqué parce que ça va passer pour du conseil. J'ai pas envie non plus que ça influe trop sur les cours. Mais oui, je trouve que c'est hyper important de déconnecter totalement le côté sentimental, entre guillemets, l'affect que tu peux avoir avec une boîte. Parce que ça fait des années que tu la suis, parce qu'elle a bien performé, t'aimes bien le management, t'aimes bien l'allocation de capital, mais à un moment, il faut savoir la céder. Si l'objectif est atteint, il faut savoir passer à autre chose, sinon il faut raisonner en termes de coût d'opportunité. Même si c'est une passion, il faut avoir toujours en tête que l'objectif final, c'est de générer un minimum de performance. Même si je fais beaucoup de choses, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien le défi intellectuel de trouver des approches d'investissement qui sont un petit peu originales. La finalité, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc le côté affect, il faut essayer de s'en déconnecter au max. Ouais. Je te dirais aujourd'hui, moi j'adore le Japon pour la profondeur du marché. Les surcapitalisations qui peuvent... Pour certains, c'est un problème, mais pour moi, je trouve que c'est plus confortable d'avoir trop de cash et trop de portefeuille, trop d'actions en bilan que le contraire. Bien sûr. Il peut toujours se passer quelque chose de positif, alors que si tu es surendetté, tu as intérêt de performer. Tu es sur une situation de stress. Oui, bien sûr. Donc oui, quelques boîtes au Japon. J'aime bien quelques boîtes françaises aussi. Après, je vais parler des boîtes françaises qui ont déjà été dévoilées, parce que je vais éviter d'avoir un dilemme entre les abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés. On a eu très longtemps un portefeuille Steph, l'entreprise qui est bien connue de logistique, qui a un patrimoine incroyable, un patrimoine d'entrepôts frigorifiques qui est incroyable et qui dépasse largement la valeur de la capitalisation boursière. Et demain, cette boîte-là pourrait se scinder en opérationnel et foncière, comme ça existe aux États-Unis avec Americold. Je ne sais plus la raison sociale exacte de la boîte. Mais juste en sortant le foncier de la boîte, tu crées de la valeur. Mais aujourd'hui, c'est un collatéral. Ça rassure les investisseurs, ça rassure les créanciers. Et pourquoi sur une action comme ça, il n'y a pas un activiste qui vient en disant voilà, je sais comment je vais pouvoir créer la valeur là-dessus ? Parce que le patrimoine et le capital est déjà verrouillé. Tu as une famille aux commandes. Eux, ça leur convient, je pense, d'avoir ce collatéral dans le bilan, déjà de la boîte. C'est rassurant. Peut-être qu'ils le feront un jour, peut-être qu'ils ne le feront pas. Peut-être ils font souvent des sessions de temps en temps, ils vendent des entrepôts, ils en rachètent. Ils ont un gros portefeuille foncier aussi. On l'a publié sur le forum qui est en public, n'hésitez pas à consulter. Donc c'est un portefeuille foncier qu'ils publient. Ils ont une filiale, Stefimo, qui gère ses investissements immobiliers. Donc c'est vraiment un business complet, intégré à tout le business logistique. Et avec des actifs qui sont pas du tout valorisés par la bourse, parce qu'ils sont pas vendus, mais peut-être qu'un jour ils le seront. Mais ça, c'est une vraie question. C'est si, en gros, si le flottant est trop faible, il peut pas y avoir un activiste. Donc, en fait, la seule manière de valoriser, c'est de le vendre à un prix de marché qui soit différent de ce qui est intégré par la bourse. C'est ça, de le vendre, ou alors de faire une vente partielle pour que le marché comprenne qu'il y a des actifs qui valent une certaine somme, ou alors qu'il y ait plus d'analystes qui suivent la valeur et qui en parlent. Tu peux avoir différents types de cas. En attendant que c'est une boîte qui est bien gérée et qui est bénéficiaire. Donc ça, c'est une grosse cerise sur le gâteau. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Autre type de boîte que j'aime bien en France, c'est Viel et compagnie. Je ne sais pas comment on prononce. Donc là, tu as le fondateur
qui est encore aux commandes. J'ai oublié son nom, mais j'ai oublié son nom. Et ça, c'est une petite boîte qui n'est pas trop suivie, mais qui génère, qui a une capacité bénéficiaire incroyable, qui est assez facile à valoriser, puisque son business, c'est 2 boîtes cotées, plus une autre boîte, mais qui est plus anecdotique, qui est non cotée. Donc la cote de holding est très facile à calculer. Pour la première fois l'année dernière, ils ont publié la valeur tangible de l'action, qui représente 2 fois le cours actuel. Donc je ne sais pas ce que fait le marché. Est-ce que le marché lit les rapports annuels ou les présentations? Mais 50% de décote de holding sur une boîte qui est valorisée actuellement 7 fois, 6 fois les bénéfices, qui verse un beau dividende. Je trouve que c'est... Belle opportunité. Je trouve que c'est en fond de portefeuille, c'est serein. Je ne Ouais. sais pas ce que ça va faire, mais je trouve que c'est assez prudent. Il y a du potentiel. Tu en parlais un petit peu au début en disant moi je me suis intéressé à la bourse, mais je ne recommande pas forcément aux gens d'acheter un ETF parce que ce qui te plaît, c'est l'effort intellectuel. Qu'est-ce que malgré tout tu donnerais comme conseil à quelqu'un Au contraire, je conseille à ceux qui ne sont pas passionnés d'acheter des ETF. Pour s'initier à travers cette... Non, parce que si tu n'es pas passionné, si tu n'as pas une vocation à faire des analyses financières, à passer du temps à regarder les boîtes, ce que font les boîtes, si tu n'as pas ce petit truc, tu achètes un ETF, ça te prend 2 minutes par mois. Tu mets 500 €, je sais pas, 100, 500, 1000, 2000 en fonction de ta capacité bénéficiaire, enfin ta capacité d'épargne, je veux dire. C'est le moyen le plus simple à capter la performance du marché financier. Donc l'ETF, oui, pour moi, c'est une évidence. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a le côté opaque de la composition de l'ETF, des surpondérations de certaines actions. Par exemple, je pense au S&P 500 avec du Tesla, du Nvidia, qui représente avec les magnifiques qui représente, je sais pas, peut-être les 5-6 plus grosses pondérations à fond 15-20%. Enfin, c'est des proportions comme ça. En France. Ouais, c'est ça. Donc, si tu es à l'aise avec ce type de pondération et si tu veux faire de l'ETF, tu peux le faire. Ça va être très simple. Tu vas capter l'alpha du marché. Enfin, tu vas capter la performance du marché, pas l'alpha. Tu vas capter la performance du marché et ça va te coûter 5 minutes par mois, quoi. Donc, c'est génial. J'ai 2 questions que ça soulève pour moi. On constate depuis pas mal d'années maintenant que le marché américain surperforme par rapport au marché français et fortiori le marché européen. Comment est-ce que toi t'expliques ça? Parce que tu as une espèce de... Je sais pas, les gens sont rassurés sur le... Je pense que historiquement, ça attire tous les flux. Tu as beaucoup de médiatisation. Tu as quand même un business incroyable au niveau de la finance américaine. Et les multiples sont plus importants. Tu sais qu'historiquement, les multiples vont rester, même s'il y a des crises, vont rester plus importants. Mais tu as quand même une volatilité. On a l'impression ces dernières années que la volatilité a disparu. Mais je pense que c'est un leurre, il faut faire attention. Enfin, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un crack. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, mais ça arrive. Enfin, on l'a vu à la bourse japonaise il y a quelques semaines, ça a perdu 20% en 2 séances. Enfin, personne ne l'avait prévu. Et par définition, c'est quand c'est calme et que la mer est calme que la tempête arrive, quoi. Donc, c'est difficile de se dire, je me prépare au pire, mais... des fois, j'ai l'impression que c'est trop facile. Donc, quand c'est trop facile, je sais pas, prudence. Moi, je sais pas, je suis pas à l'aise avec le fait que ça soit si facile de faire des gains en bourse. Oui, il n'y a pas de free money. Ouais, après, quand tu arrives à des multiples si importants, pour moi, la simple baisse des multiples de valorisation, ça ferait baisser les marchés. Donc, tu vois, c'est vraiment c'est une question de confiance et c'est plus une question psychologique, c'est pas du rationnel financier. Là, on est plus sur des niveaux psychologiques. Autre question qui me interloque, c'est le fait qu'on ait une capacité d'épargne en France très importante et pourtant que l'investissement financier, notamment en actions, soit très faible. Comment est-ce que toi, tu perçois ça? Pour moi, c'est un mystère, je sais pas, je comprends pas. C'est l'éducation financière? Ouais, je pense. Après, les gens sont envieux des actionnaires. On dit les fonds de pension américains sont actionnaires, devenez actionnaires. Vous trouvez que l'essence est trop chère à la pompe, acheter du Total Energy, pour moi, je sais pas. Pas d'incitation, problème d'éducation, problème de communication. Donc il y a peut-être un problème de culture financière et du fait la retraite par capitalisation, il y a des fonds de pension aux US, donc ils investissent aussi beaucoup plus. Donc c'est un peu ces deux biais-là. Non, mais je comprends pas qu'on critique le fait qu'il y ait des gens qui gagnent sur les marchés financiers beaucoup d'argent et qu'on n'y investisse pas soi-même, quoi. Donc, je pense qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de gens qui sont, par exemple, actionnaires salariés, même des petites boîtes. Donc, c'est pas forcément l'actionnariat d'entreprise cotée, mais c'est peut-être une question de confrontation travailleurs, actionnaires. C'est un peu la fameuse troisième voie de Gaulle qui était de dire on va faire en sorte que les salariés, ou en tout cas des grands groupes, mais les salariés de manière générale, deviennent actionnaires des boîtes. Pourquoi séparer le capital de la force de travail? Je sais pas. Bon, après, c'est plus culturel, philosophique, macroéconomique. Hein, c'est juste nos avis personnels. Mais... Bien sûr.
Justement, je sais que tu es un peu moins fan des crypto-monnaies, mais j'aimerais bien parler un peu des assets, on va dire, alternatifs, que ce soit private equity, donc investissement dans les entreprises non cotées, que ce soit start-up, plus grosses sociétés, immobilier et crypto-monnaie. Hyper curieux d'avoir un peu ton avis sur ces différentes classes d'actifs. Moi, ce que j'adore sur le marché boursier, moi, je te réponds un peu à côté mais de la plaque, mais ce que j'adore sur le marché boursier, c'est le fait que tu as accès à une multitude de secteurs, d'activités, et tu as quand même cette notion de liquidité. Ce que sur les marchés que tu as évoqués, sauf les crypto-monnaies, n'existe pas. Et pour répondre sur le private equity, quand tu vas sur des small caps, finalement, tu n'es pas loin d'avoir du private equity, tout en ayant quand même une certaine liquidité. Donc, oui, pourquoi pas. Et aujourd'hui, il y a des niveaux de valorisation plus faibles. C'est ça qui est dingue. Plus élevé que les small caps. Ah, mais c'est dingue, c'est que c'est sur du non-côté, tu as des valorisations supérieures à du côté. Donc là, il y a quelque chose à pas. Soit le non-côté est survalorisé et que le sous-côté est sous-valorisé. Enfin, soit il y a un problème. C'est pas. Un côté ou l'autre. Mais en fait, tu serais un fonds de private equity, tu aurais plutôt intérêt à aller faire des OPA sur des actions de small cap plutôt que d'acheter des actions au marché. Quoi. Ouais, tu fais ça ou investir tes fonds directement en bourse. Ouais. Je sais pas, c'est étonnant quand même. Après, tu as eu cette notion d'argent quand même qui n'était pas chère. Donc je pense en termes de multiples, ça va pousser les multiples vers l'eau, ce qui n'est pas forcément systématique sur les small cap cotés. Donc je sais pas. Ça, c'est étonnant le private equity. L'immobilier, moi, ça me parle moins. Parce que ça te mobilise des fonds, il faut gérer une gestion personnelle à apporter des fois quand tu fais de l'immobilier locatif. Je comprends les gens qui le font, tu as un gros levier bancaire, ce qui n'est pas forcément le cas en bourse, même si c'est possible d'avoir du levier en bourse. Non, je trouve que c'est moins intéressant, en plus c'est bloqué, enfin du liquidité, enfin chacun son truc, moi ça ne me parle pas. Après tu veux parler des crypto-monnaies, bon. C'est que tu as un avis très tranché là-dessus. Pour moi, j'aime les actifs tangibles. Là, les crypto-monnaies, c'est l'offre et la demande, c'est effet de mode. Je suis même plutôt vendeur de crypto-monnaies. Actuellement, tu shortes des fonds ou des sociétés qui sont là-dessus Je pense que si jamais demain il y a un retournement de marché, je veux dire, s'il y a une perte de confiance générale d'un point de vue économique mondial, je veux dire, la crypto-monnaie, par définition, pour moi, c'est le produit spéculatif pur. Donc c'est là où tu auras des chutes, à mon avis, qui seront impressionnantes. Je me trompe certainement. Probable que je me trompe, je ne suis pas devin. Mais je pense que c'est un actif où, si ça commence à chuter fort, on peut dire investisseurs, je ne sais pas comment on appelle les gens qui achètent des crypto-monnaies. C'est des investisseurs. C'est une bonne question parce que l'investissement serait dans la valeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait définir ou pas la valeur d'une boîte dans les crypto-monnaies, enfin, en tout cas des crypto-monnaies en tant que telles, j'en sais rien. Je suis un peu comme toi, je trouve que on pourrait parler de la blockchain qui est un protocole hyper intéressant et en décorrélant le fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une valeur dans le Bitcoin ? En fait, la seule valeur, c'est la confiance que les gens lui attribuent. On ne peut pas dire que c'est un actif tangible comme pourrait l'être l'or parce que l'or a une valeur réelle dans l'utilisation qu'on peut en faire ou en tant que réserve. La seule valeur de Bitcoin, c'est finalement son algorithme et la confiance que les gens lui accordent. Mais c'est du coup une vraie question. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une valeur fondamentale et comment la calculer dans le Bitcoin ? J'en suis pas sûr, mais ça, c'est une réflexion plus personnelle et tu as l'air de partager peut-être ce point-là. Ouais, c'est pour ça que je préfère m'en écarter. Après, ça peut valoir 1 million la semaine prochaine. Mais tu seras à l'aise avec ton process. Tout à fait. C'est ça le plus important. Donc là, j'imagine que ça veut dire que tu as plutôt des crypto-monnaies en portefeuille. Là. Alors moi, j'ai pas de crypto-monnaie. Okay, je m'y suis intéressé pour vraiment pas avoir en fond de portefeuille, mais comprendre comment ça marchait, avoir mon compte MetaMask, m'inscrire sur des plateformes, vraiment acheter, mais juste pour voir ce que ça faisait. Mais j'ai pas de fond de portefeuille en me disant il faut que j'ai X% de mon portefeuille en crypto-monnaie. Je me suis intéressé à plein de choses parce que ça fait partie des sujets intellectuels qui m'intéressent, mais je suis plutôt du même avis que toi à dire qu'il n'y a pas de valeur fondamentale derrière, même s'il y a des promesses intéressantes, ça reste des promesses, mais ce n'est pas un actif tangible. Après, en termes de valeur, c'est compliqué. Donc, celui qui a investi dans les crypto-monnaies il y a 5-10 ans, il a quand même fait le bon pari. Je ne sais pas comment il a fait pour se donner un point de sortie. Ça, c'est une problématique que je voudrais bien comprendre. Celui qui a fait du x100, je sais pas, même x500, à quel moment il est sorti à x2, x3, x5, x10, est-ce qu'il garde et quand c'est, jusqu'à quand? Bon, bref. Ah oui, non, mais ça, pour moi, c'est un mystère. Les gens qui te disent « Ah oui, j'avais du Bitcoin quand il était à $1, j'aurais pu devenir milliardaire », en fait, les gens, déjà, quand ils font un x2, c'est exceptionnel. Alors, penser qu'ils auraient pu faire un x100 ou x1000, c'est des illusions. On a tous des amis qui ont très, très tôt acheté un Bitcoin, voulant payer leur pizza avec. On a tous des belles histoires à raconter. Mais l'investissement est très différent. Et là, je pense qu'on est plus dans la spéculation. Tout à fait. Moi, j'ai peut-être une dernière question à te poser pour conclure cet échange, Franck.
Si tu devais avoir un conseil sur des bouquins à lire, sur comment progresser, quelqu'un qui s'intéresserait, alors au-delà, tu l'as dit, de potentiellement prendre un abonnement sur le site des deux bases qui est pour ce qu'on y trouve en termes de valeur est vraiment pas cher, mais comment est-ce qu'on peut progresser individuellement là-dessus? Pour revenir sur les deux bases, il y a le blog qui est gratuit. Il y a plus de 1000 articles. On a fait une visite guidée. Donc, je conseille à celui qui s'intéresse à l'investissement à sortir un peu des sentiers battus, à aller lire ces visites guidées qui doivent faire une 30aine d'articles, il me semble. Donc, c'est assez sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, les deux bases, c'est plutôt le fond avant la forme, donc on ne se prend pas la tête. Ce qui n'empêche que le fond est sérieux. Je pense que tu peux en témoigner en tant que fidèle abonné. Pour progresser, c'est difficile. Comme je disais tout à l'heure, le plus important, je pense, c'est d'expérimenter. Donc vraiment des petites sommes au début. C'est toujours plus à l'aise de perdre des petites sommes. Et vraiment d'expérimenter soi-même. Bien sûr, tu lis en parallèle, tu testes, tu apprends des stratégies dans des bouquins ou pas, mais vraiment plonge-toi, parce que rien ne vaut la pratique à la théorie. Les gérants, c'est bien, mais ils ont pas mal de contraintes. Donc, s'en inspirer dans un premier temps, ça permet d'avoir un guide. C'est bien. Après, on peut sortir de ce carcan qui est quand même assez restreint comme univers. Moi, les bouquins que j'aime bien, c'est tout ce qui est lié à la finance comportementale, parce que pour moi, les marchés financiers, c'est offre-demande, donc c'est vraiment un aspect psychologique. Acheter aux pessimistes et vendre aux optimistes, pour moi, c'est la base. Donc, tu peux lire Benjamin Graham, mais c'est un peu complexe. Investisseur intelligent, le mentor de Warren Buffett. Ouais, je pense que c'est pas mal. Peut-être pas en première lecture. Peter Lynch, c'est beaucoup plus accessible. C'est très concret, c'est terre à terre. La biographie de Warren Buffett, je pense moi je l'ai lu plusieurs fois. Bon, c'est Snowball Effect, l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est indispensable, surtout pour les premières années. Il achetait des trucs incroyables quand il va faire du porte-à-porte pour récupérer des actions papier d'une entreprise, je crois que c'est un business de transport de cas par car. Il y avait déjà un peu cette fibre de comment optimiser, comment faire du business, en fait, tout simplement. Ouais, mais il a aussi, en termes d'action, déjà, lui, c'est un businessman à la base, mais aller acheter des trucs à des prix improbables, ce qu'il ne peut plus faire maintenant. Ouais. Et moi, je trouve que c'est cette partie de sa vie qui est plutôt inspirante pour nous, en tant que petits investisseurs, plutôt que d'aller copier des gérants à plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont sur une autre planète pour nous. Ouais. J'aime beaucoup aussi Nassim Taleb. Donc, c'est un docteur en philosophie, en mathématiques, spécialiste du hasard. Donc, double casquette un peu atypique, et qui est l'auteur du Signe Noir. Donc, ces 3 bouquins que je recommande, c'est Le Signe Noir, forcément Antifragile, et son premier ouvrage, Hasard sauvage. Le 3e, Jouer sa peau. Vous pouvez passer de côté. Ouais, c'est bien, mais je trouve que moins intéressant pour les investisseurs. Je voulais revenir d'ailleurs en passant de Nassim Taleb. Tu as beaucoup parlé de signe noir positif. Je ne sais pas si c'est parce que tu as lu ce que j'écris sur le sujet, mais pour moi, c'est une notion qui est hyper intéressante. Parce que le signe noir, on voit ça comme un événement. En fait, pour le définir, c'est un événement rare, improbable, mais quand il a lieu, il a des effets incroyablement négatifs. D'où le signe noir. Et moi, ce que je recherche en bourse, tu l'as plusieurs fois évoqué, c'est le signe noir positif. C'est se mettre en position où la majorité du temps, il ne va rien se passer, ou alors se passer des petites choses négatives, mais quand il va se passer quelque chose de positif, ça va être incroyablement positif. Et donc, ça, c'est typiquement les minières de matières premières très bien gérées avec du cash, qui sont sur un bas de cycle. Ça peut être ça peut être les deux basses. Quand tu achètes une boîte pour rien, il peut se présenter quelque chose. Et les capaces et bénéficiaires que tu payes pour rien. Donc, ces paris-là, c'est vraiment cette notion d'être à l'aise sur un maximum de paris, un portefeuille hyper diversifié, et de temps en temps, tirer le gros lot. Et toujours faire une rotation pour avoir un maximum de tickets de loto, de possibilités de faire des gros gains. Ouais, et puis en fait, comme c'est un travail d'analyse qui a été fait au préalable, tu ne reviens pas en ayant beaucoup de lignes à réintégrer ce que pourrait faire le marché ou finalement être en corrélation avec le marché, mais tu augmentes tes chances de tickets gagnants, en fait. C'est ça, à chaque fois. Et toujours en avoir un maximum, parce que si on a très peu, tu as très peu de chances d'être tiré au sort. Même si tu as le process, si tu t'es mis toutes les chances de ton côté, c'est possible. Est-ce que c'est le biais du survivant? Ceux qui t'en parlent, qui ont toujours 5 lignes en portefeuille, qui font des performances incroyables, tant mieux, c'est bien. Mais est-ce que c'est représentatif? Est-ce que tout le monde peut le faire? Je ne pense pas. Quand tu diversifies, que tu as un process assez carré,
Ça arrive de façon assez récurrente et puis tu vas avoir des très bonnes années, des années moins bonnes et au final, tu dors très bien la nuit. Ouais. Franck, je le rappelle, en tout cas une bonne partie de ton portefeuille t'en parle directement sur ton thread, directement sur le forum des deux basses. Autrement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu partages sur Twitter, LinkedIn? J'essaye au maximum de communiquer à travers les deux basses, sinon j'ai un compte perso Twitter. Je mets des bizarreries, des anomalies, mais l'essentiel de ce que je produis, forcément, c'est pour les abonnés, c'est pour les deux basses. Super. Et Franck, un grand merci d'être venu nous partager Merci à toi. ton expérience sur les marchés.